Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver ce soir pour cette émission Ouais, spéciale moi, je vous saison entends plus. 99-2000 avec des invités exceptionnels, nos anciens joueurs de la saison 99-2000, Bruno Torres, Sylvain Sanson et André Basile. Merci à vous trois d'être présents ce soir pour cette première émission spéciale de Bleu et Blanc TV. Alors, on va juste vérifier que le son est OK pour tout le monde avant de rentrer dans l'émission. Merci les gars pour vos commentaires sur le générique. Fred, est-ce que tu peux parler juste pour vérifier que le son est OK, qu'on n'ait pas de problème à ce niveau-là? Ouais, parce que chaque semaine, on a des problèmes. Alors bon, Ouais, mais bonsoir à tous. normalement, je les ai réglés. Si vous pouvez nous Bon, confirmer que vous entendez Fred, on attaque l'émission dans la foulée. Parfait, merci Laurent. Alors, émission spéciale ce soir, hein, puisque on va absolument pas parler de l'actualité, on va vraiment parler du passé, se replonger 24 ans en arrière avec nos joueurs pour parler de cette saison exceptionnelle de la montée en nationale. Moi, ça me fait énormément plaisir de vous avoir vous ce soir, les gars, parce que personnellement, en tant que supporter de l'OAC depuis 98, vous êtes la première équipe à laquelle je me suis identifié en tant que supporter de l'OAC, et c'est des souvenirs inoubliables que cette saison-là. Et je pense que beaucoup qui nous vont nous regarder ce soir vont le partager aussi, peut-être même, mais c'est pas peut-être, c'est sûr, vous êtes les derniers joueurs à avoir connu le national euh, puisque depuis, l'OAC n'a pas joué à ce niveau. Alors, on a prévu plein de choses. On a prévu de revoir toute la saison du premier match au Ça fait 34e, tout. 34e. On va bien sûr pas passer sur toutes les rencontres, ça va être beaucoup trop long. On va s'arrêter sur 5 matchs euh, marquants de la saison. Et ensuite, on va vous écouter, essentiellement vous écouter pour vous entendre parler d'anecdotes aux entraînements, d'anecdotes dans le club, comment vous avez vécu cette saison, etc. Ce soir, je suis donc avec Frédéric qui va animer cette émission avec moi. On devait avoir Cédric aussi, malheureusement, une urgence familiale le prive de pouvoir participer ce soir. On pense à lui, on pense à son petit garçon et que tout va aller au mieux très rapidement pour lui. Il m'a envoyé un petit message euh, par rapport à son souvenir du match à Saint-Priest, match marquant, et je vous le lirai tout à l'heure lorsqu'on sera à ce match-là. Voilà, déjà plus de 40 personnes connectées. connecté. Pardon? Pardon? Ça Ça monte un monte un peu. peu. C'est bon, je crois C'est bon, qu'on entend tout le on monde. entend tout le monde. Ah, on a Bruno, un écho. Il y a de l'écho, non? Ouais, ouais. ah, alors Ah, alors, qui a un qui a écho? un écho? C'est C'est Bruno, non, Bruno? non? C'est peut-être C'est Bruno. peut-être Bruno. Ah. Ah, Ah, attends, on va essayer attends, de on va essayer mettre de le. mettre le. Alors, Alors, Bruno, Bruno, comment je peux comment couper je peux Est-ce que tu couper? peux Est-ce que couper tu le peux son, couper le Bruno, son, Bruno, s'il te plaît? s'il te plaît? Ça a Ça l'air a l'air mieux. mieux. Non. T'entends pas, Bruno, aussi? Alors, est-ce que là, on n'a plus d'écho? Si, Donc, si, c'est bien y a Bruno qui plus a un d'écho. petit souci. Bon, c'est pas grave, on va essayer de régler le souci. Alors, je suis désolé, vous avez envoyé plein de commentaires, j'ai pas le temps de les lire pour l'instant. On va lancer l'émission et ensuite je les lirai, je poserai les questions à Sylvain, Bruno et André. Je pense que j'ai tout dit. Fred, je te laisse la parole pour introduire l'émission, poser la question et on va laisser ensuite parler nos trois invités. Bah, écoutez, moi je suis extrêmement ravi d'être avec vous ce soir, avec des idoles. Quand moi j'avais 17-18 ans, les trois joueurs les trois personnes qui sont avec nous ce soir, que ce soit Dédé, Sylvain et Bruno, c'était un peu nos idoles de jeunesse pour nous les jeunes qui étaient en équipe de jeunes à l'Olympique d'Alès. Et bah, écoutez, moi je vais commencer par une simple question. Voilà, juste si vous pouvez en quelques mots nous décrire votre saison 99-2000. Sylvain? Mais 99-2000, c'était ma deuxième année au club. Ouais. Donc, c'était une année un peu charnière puisque sans nous mettre la pression, mais en nous mettant la pression, le président nous avait dit que c'était l'année de la montée. Donc, je pense on avait assez d'expérience pour prendre cette pression sur le côté positif. Au lieu de nous bloquer, bien au contraire, ça nous a mis déjà un peu, je dis pas la fièvre, mais comme on était déjà tous des compétiteurs, je crois que c'était un discours normal de président. Nous, on savait ce qu'on devait faire puisqu'on avait déjà passé une année à l'Est.
Et je pense que les bons coachs, le bon comité directeur, le bon président a fait que, et les bons joueurs ont fait que ça a été une année pour nous exceptionnelle et riche de souvenirs. Dédé? Oui, un peu comme Sylvain. C'est vrai que ça a bien démarré. On a tout de suite senti que la mayonnaise prenait. C'est vrai que la pierre angulaire un petit peu de cette montée, c'est vrai que c'est le staff aussi, entre Marc Bourrier et Serge Folcher. On avait quand même un coach emblématique qui a su créer un groupe. Bon, c'est quelqu'un qui a été quand même en équipe de France Espoir, qui a entraîné en Ligue 1. Je veux dire qu'il arrive à Alès, bon, même s'il avait 64 ou 65 ans, c'était exceptionnel. Donc on avait un respect énorme et c'était quand même une fierté aussi d'être coaché par quelqu'un comme ça. Et après, c'est vrai que la mayonnaise, elle a tout de suite pris. On a senti dès les matchs de préparation qu'il se passait quelque chose. Et on avait cette impression d'être un petit peu, pas intouchable, mais on avait cette impression on était sûr de nos forces, quoi. C'est ce que je ressentais. Ok. Bruno, alors, on a été coupé. On a été coupé le temps que tu arrives à te reconnecter. J'ai demandé à Sylvain. Attends, je crois qu'on n'entend pas, Bruno. Non, on t'entend pas, Bruno. Est-ce que tu peux te connecter avec ton téléphone éventuellement? Avec ton téléphone, je pense que ça devrait le faire. Je t'envoie le lien. Ouais, Bruno, il a le même souci que moi avec l'ordinateur. Bon, c'est pas grave, en attendant que Bruno puisse se reconnecter et nous rejoindre. Alors, on va parler, tout ça, je vois beaucoup vous parler de la saison, des commentaires, on va essayer de les prendre. Ce que je vais faire, c'est en attendant que Bruno nous rejoigne, on va faire un petit rappel sur l'effectif de l'époque. Du coup, pas mal de joueurs. Hop, je retrouve mes archives. Je crois qu'André, tu as aussi révisé tes archives quand on en avait Ouais, discuté. j'en ai certaines à côté de moi parce que ça fait Oh là, tellement mon Dieu. longtemps. Ça fait L'album tellement Panini. longtemps que je me souviens pas de tout. Moi aussi, c'était obligatoire. Alors, du coup, vous l'aviez dit, on avait Serge Folcher et Marc Bourrier comme entraîneurs. On avait, alors, je crois que c'est Édouard Roux, le kiné. Plus Ouais. c'est Ouais. Édouard, je sais Ouais. plus. Hein. Édouard, c'est ça. C'est ça, ouais. Le docteur Fontanil Oui. Tout à fait. Mon aussi. Dieu, oui. Donc, un gardien, Sylvain. Il y avait Guillaume Ray, Fabrice Normand, Olivier Jourda, Julien Ritas. Qui après rejoue à l'OAC après un passage au Stade Bordelais et qui était revenu à l'Est en 2009, il me semble. Salim Bekti, Rodrigue Akpakoun, Lionel Astier, Loïc Chalier, Éric Murat, André Basile, Stéphane Pelev, Bobo Omon, Christophe Rossetti, Arthur Demirjan. On va en parler tout à l'heure, notamment le match contre Marseille. Christophe Vialet, qui est actuellement entraîneur adjoint d'ailleurs de l'OAC aux côtés d'Hakim Malek. Raphaël Vasquez Garcia, Mehdi Ben Olivier Fauconnier, Bruno Torres, Stéphane Millero, Enzonga, alors attendez que je me trompe pas dans le prénom, Dieudonné Enzonga, Ça, et Sébastien Soulas. Je pense que j'ai oublié personne, ça. mais c'était l'effectif qu'il y avait à l'époque sur le premier site internet officiel de l'OAC. Et les nouvelles recrues de cette saison-là, donc parce que Sylvain et André, vous étiez déjà à l'Est cette Ouais. saison-là, enfin la saison d'avant, vous étiez arrivé en 98 au club, qui était la deuxième saison en CFA de l'OAC. Et les nouvelles recrues cette saison-là, il y avait eu Arthur Demirjan, Fabrice Normand, Bruno Torres qui était arrivé à ce moment-là au club, Christophe Rossetti, Rodrigue Akpakoun et Stéphane Millero. Voilà pour l'effectif de cette saison-là. Est-ce que Bruno, on t'entend? Moi, je vous entends très bien, à vous de me dire. Super. Impeccable. Ouais. Impeccable, Bruno. Ravi de t'avoir aussi. Fred, du coup, tu peux lui poser la question et comme Ouais. ça, après, on enchaînera sur les matchs. Salut Bruno. Alors, j'ai le temps que tu arrives à te reconnecter. J'ai posé la question, une simple question à Sylvain et à Dédé, à savoir comment, en quelques mots, tu décrirais toi ta saison 99-2000. En quelques mots, alors c'est compliqué parce que c'est une saison qui a été longue, qui a été chargée en émotions, mais je vais dire que ça a été un groupe soudé pour arriver au bout et atteindre un objectif
il ne pouvait rien nous arriver cette saison-là. Je crois qu'on aurait pu rencontrer n'importe qui, il aurait pu nous arriver n'importe quoi. On avait un tel groupe que rien ne pouvait nous arriver. Et l'objectif qu'on avait à atteindre, on aurait fait tout pour y arriver. Et on y est arrivé. Alors, c'est marrant. Alors, je rebondis là-dessus. C'est marrant parce qu'en fait, vous venez exactement de dire la même chose tous les trois sur à savoir cette notion de groupe, quoi. Comment la direction de l'époque avec Jean-Marie Roger, avec le coach Bourrier et Serge Folcher, son adjoint, comment ils ont réussi à... Moi, ça m'intrigue de savoir comment ils ont réussi à créer ce groupe. Et parce que vous étiez quand même un groupe de joueurs très expérimentés, contrairement aujourd'hui à la plupart des joueurs de N2, où la plupart, ils ont 20, 22, 23 ans. Vous, à l'époque, vous étiez des vieux briscards, quoi, entre guillemets, quoi. Et ouais, c'est intéressant de savoir ça, quoi. Voilà, ils ont créé un groupe. Alors, je sais que Sylvain nous a dévoilé vite fait lors de sa vidéo de présentation la notion de soirée. Oh, très peu. On y reviendra tout à l'heure. Je vais laisser Mika. Je pense que Mickaël voulait faire un rappel des 18 équipes du groupe, je crois. C'est vrai, André en avait parlé dans sa présentation. C'était un groupe difficile. On rappelle qu'à l'époque, il y avait 18 équipes en CFA contre 14 cette saison en National 2. Alors, on va repasser à 16 la saison prochaine. Mais 18 équipes et beaucoup de réserves pro. D'ailleurs, André, tu le disais, et beaucoup de joueurs pro qui descendaient en réserve régulièrement. Alors, des réserves pro aujourd'hui en National 2, il y en a plus. Je crois que les dernières descendent cette saison en National 3. Et il me semblait qu'il y avait Auxerre et ils descendent. Et c'est une hécatombe. Il n'y a plus de réserves pro. Et puis d'ailleurs, il va y avoir un championnat de réserve. Alors, si on fait un rappel de ce groupe B, CFA groupe B, il y avait la réserve de Nice. Bon, il y avait l'OAC, bien sûr. Il y avait Saint-Priest. Il y avait la réserve de Monaco, la réserve de Marseille, la réserve de Lyon, la réserve de Montpellier. Il y avait Beaucaire, il y avait Bourg-Péronas, Draguignan, Porto Vecchio, hier Villefranche, Vitrolles, le FC 7, Arles, l'Île-Rousse et Jura Sud. Voilà le groupe à l'époque qui était effectivement très relevé et la montée c'était d'ailleurs joué avec 3 équipes puisque jusqu'à la fin c'était un mouchoir de poche entre Beaucaire, Saint-Priest et Alès. Mais c'était la réserve de Lyon qui avait fini premier, on le verra tout à l'heure. Alors ce qu'on va faire, peut-être alors s'il y en a un de vous qui veut nous dire quelque chose là maintenant ou une anecdote ou quelque chose Moi, si je fais juste, bien sûr. juste rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, c'est vrai c'était un championnat très relevé. À l'époque, les réserves pro c'était très costaud, surtout parce que à l'époque, les pros descendaient jouer avec la réserve. Quand quelqu'un revenait de blessure, quand quelqu'un était en méforme ou il n'était pas pris dans les 14 ou 16 en pro, il jouait en réserve. Et tout à l'heure, je regardais parce que mon père, quand j'étais plus petit, il me faisait cette tradition avec un album où il me gardait tous les petits articles. Et j'ai gardé un peu les trucs de France Foot Ouais. où il y a un peu les compositions d'équipes. Et quand je regarde les noms qui ont joué en réserve pro contre nous, je veux dire, tous les mecs qui étaient pros, tous les mecs ont fait une carrière. Il y avait des sacrés joueurs en face, quoi. Ouais, Euh, avec des joueurs vraiment confirmés qui ont fait des matchs, qui ont fait des saisons en Ligue 1 et Ligue 2, quoi. Mais pour revenir à ce que tu disais, Fred, la recette, pourquoi on a tous les trois, que ce soit André, que ce soit Sylve ou que ce soit moi, on ait la même analyse sur cette saison. Je crois que ça, c'est le talent du coach, de Marc Bourrier et de Serge Folcher, son adjoint, bien sûr, d'avoir composé un groupe. Et ça, c'est un talent. C'est un talent. C'était pas forcément, on n'était peut-être pas forcément l'équipe, mais on était la meilleure, on était si vous voulez, la plus homogène. Et c'est ce qui a fait que il pouvait y avoir n'importe qui en face. Peu importe l'équipe qu'il y avait en face, on était là et le coach bâtissait les équipes pour arriver au but de gagner. Ouais, je doute pas honnêtement de la qualité de coach Bourrier. Moi,
moi, j'étais dans les équipes de jeunes à votre époque. J'étais donc du coup à moins de 18. Je crois que j'étais avec Bernard Vérin. Et c'est vrai que le coach Bourrier, c'était ouais, il en imposait quoi, parce qu'on savait que c'était le coach, ancien coach de l'équipe de France. Et ouais, c'était quand même un personnage quoi. Et je pense que moi, ce qui me fait plaisir dans ce que vous dites, c'est le respect que vous avez pour ce monsieur, quoi, parce que on se rend compte, on se rend compte aujourd'hui si je fais un parallèle avec la saison d'aujourd'hui, où on a eu des difficultés d'arriver à créer un groupe, et on voit que ce monsieur, il a réussi à vous fédérer, quoi, et puis au vu du championnat, parce que ça se termine à plus de 100 points pour Alès à 99. Oui. C'est vrai qu'il fallait aller chercher les matchs, quoi. Et ouais, chapeau à vous, quoi. Alors après, c'était des victoires à 4 points à l'époque, hein, contrairement à aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et Et moi, moi, je vais revenir. vas-y, Je vais revenir sur Marc, qui, lui, m'a fait venir m'a sélectionné en équipe de France Espoir. Et c'était déjà, tu vois, en espoir, c'était déjà quelqu'un qui était, voilà, qui en imposait. Mais pas qu'en imposait parce qu'il était costaud ou quoi, mais c'était surtout, moi, je me rappelle des expressions qui nous sortaient. Mais tu étais obligé, il te sortait des expressions qui avaient rien à voir avec le foot, mais tu rigolais. Et ça, c'était quelque chose, je trouve, quelque chose d'important. Et quand je suis arrivé à Alès, c'est lui aussi qui nous a fait, enfin, qui m'a fait venir, et j'ai retrouvé le même bonhomme. En revanche, moi, je me rappelle un match où je crois qu'on avait perdu 3-1, je crois, en Corse. Je me suis fait démonter. J'avais pas été bon du tout. Et ce qui était bien avec Marc, c'est que si tu avais une carrière ou si tu étais jeune, et je pense que la réussite de notre montée, c'est ça en fait. C'est que tu aies 30 piges ou 20 piges, tu étais considéré pareil. En revanche, il fallait bosser pareil. Il fallait se mettre à la disposition de l'équipe pareil. Tu vois, il n'y avait pas de semblant star. Voilà, on était tous. Moi, je me rappelle d'Olivier Jourda qui arrivait de Montpellier, et je ne sais pas s'il avait 19 ans ou 20 ans. Voilà, il y avait pas des mecs comme ça qui étaient mis en avant. Bon, tu étais mis en avant que si tu répondais à ce que voulait Marc. Et je trouve que ça fait partie aussi de la réussite de notre équipe en 99-2000. Ouais. Mais l'effectif, il était constitué. La dernière fois, je m'amusais à regarder les âges. On était à peu près 1, 2, 3, 4, 8, 9 à avoir à peu près 30 ans. Il y avait 8, 9 joueurs comme Salim Bekti, Rodrigue, Toutout, Fauconnier, Bobo Aumont, tout ça qui avaient 25, 26 ans. Et après, il y avait des jeunes aussi qui ont intégré l'effectif. Ben, les Julien Ritas, Loïc Chalier, Lilian Astier, Mehdi Ben Yahya, je les ai notés, Dieudonné, Steph Pelev. Donc, ils ont été incorporés petit à petit à l'effectif et ils ont rendu service aussi pour cette montée. Ça a été important aussi. Moi, Ouais. je note par rapport à en regardant les archives aussi en parallèle, ce que tu dis, Frédéric, en comparaison à la saison actuelle, c'est qu'il y avait déjà un groupe qui existait de la saison d'avant, qui avait échoué de peu à la montée, puisque de mémoire, On est quatrième. c'était Grenoble qui était monté. Il me semblait, c'était ma première saison de supporter, donc ça remonte, mais c'était Grenoble qui était monté. Alès avait fini deuxième club amateur, il me semble. Je suis pas sûr. On était quatrième Non. effectivement. Il y avait qui entre Grenoble et Alès? Alors, de mémoire, on était Ouais, quatrième de CFA. Il y avait Montpellier Hérault, la réserve. Il y avait Monaco et Beaucaire. c'est Beaucaire avant nous, je crois. D'accord. Dont on est allé chercher Sylvain à Beaucaire à cette époque-là. Effectivement, je dois avoir une photo, Je veux. Sylvain, si je. Attends, tu peux la montrer avant? Non? Non, d'accord, tu la montres. Non, non, c'est celle-là. Voilà. Ah bon, ça va. Et il me. Oh mon Dieu! Quoi? On note le jeu de Et mots les du cheveux. journaliste d'ailleurs sur ça. Et un autre point important, on en parlera, on va le voir, mais à mon avis, le succès aussi de cette saison, c'est que vous avez été invaincu toute la saison à Pibaro. Pibaro a été imprenable. Il n'y a eu aucune défaite à domicile cette saison-là. Et la défaite, la dernière défaite remontait à, je crois, mars 99. Attendez, je retrouve. Ouais, c'était le 26 mars 99. Défaite contre la réserve de Marseille. Donc il y a eu, voilà, il y a eu aucune défaite cette saison-là à domicile. C'était vraiment imprenable. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en 98-99, il me semble que Bruno, toi, tu étais à Montpellier.
Oui, tout à fait. Et tu étais dans cette équipe qui avait fini champion, je crois. Alors, je crois pas. Je crois pas. Il faudra que je retrouve les archives, mais je crois pas. Je suis pas sûr. Je sais pas. Il faudra que je retrouve les archives. Mais quand pour revenir à Pibaro, on ne pouvait pas perdre à Pibaro. C'est pas possible. À Pibaro, quand on arrivait dans ce stade, avec ses supporters, avec ces gens qui nous suivaient, mais pour nous, c'était inimaginable de perdre à Pibaro. Je veux dire, on aurait mordu la pelouse, on aurait mordu les chevilles des adversaires, mais on ne pouvait pas perdre. Et on l'a fait d'ailleurs, on a mordu les chevilles des adversaires. D'ailleurs, j'en profite. Surtout toi. Non, mais c'était impossible de perdre, impossible. Bruno, il craignait personne. En tant que stopper, il craignait personne. Il pouvait prendre n'importe quel attaquant de gros gabarits, de petits gabarits. Bon, bien sûr qu'il était peut-être moins à l'aise avec des mecs un peu vifs ou quoi, mais dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans la niaque, c'était un guerrier. Et c'est vrai qu'il te faut un amalgame de joueurs techniques, de joueurs physiques, de joueurs qui ont plus de réflexion, de joueurs qui vont au combat. Et on savait qu'on pouvait compter sur des Seb Soulas, Sylvain derrière qui parlait beaucoup avec son expérience, Arthur Demirjan. Arthur Demirjan, quand on le voyait à l'époque, c'est un mec qui allait pas très vite, c'est un mec qui était gaucher, qui avait une bonne relance, tout ça. Mais on se disait, il va être pris de vitesse à chaque fois qu'un attaquant qui percute. Mais le mec, il était là parce que le mec, c'était un vaillant. Et avec Bruno, quand il jouait, ou Seb Soulas, c'était des guerriers derrière. On était tranquille. Ben, moi, je te coupe, Mickaël. Moi, j'ai souvenir, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Dédé, parce que nous, les jeunes, on était obligés de venir vous supporter, quoi. Nous, on jouait à droite à gauche. Ben, ouais, si, il fallait qu'on vienne, nous, les jeunes licenciés. C'est un plaisir d'y aller. Ah, mais oui, non, mais je veux dire, non, mais c'était un plaisir, mais nous, déjà, nous, ça ne nous venait pas à l'idée un soir de match de ne pas aller au stade. Et puis, nous, on arrivait souvent, on jouait aussi l'après-midi, et donc on arrivait en début de soirée, on venait vous voir. Et c'est vrai que la défense, Seb Soulas, Loïc Chalier, Arthur Demirjian et Bruno Torres, c'est vrai que quand nous, on était dans la tribune, on se disait, mais il pourrait nous arriver, quoi. Parce qu'il y avait deux monstres en défense centrale qui étaient Bruno et Arthur, et c'était mes deux Golgoth, quoi. C'était deux montagnes, quoi. Enfin, vous nous paraissiez des géants, quoi. Et c'est bien. Alors, ce qu'on va... Vas-y, continue. Ouais, mais on était... vous nous portiez, hein. Je t'assure que vous nous portiez. On était portés par ce stade, portés par ses supporters, portés par ces gens. C'était particulier. Moi, je me rappelle sortir de ce tunnel, tu vois, de Pibaro, et dès que tu rentrais tu te transformais et vous nous portiez. Voilà, vous nous portiez vraiment. Merci. Et notons qu'à l'époque, il y avait les UA 96 qui mettaient pas mal d'animations dans la tribune Larguier, donc l'ancienne tribune Larguier. Il y avait le club des supporters. Alors je sais pas, je crois qu'il n'existe plus de toute façon ceux-là. Et je crois que c'était les deux seuls clubs de supporters qu'il y avait à l'époque. Donc il y a beaucoup d'UA aussi qui ont continué pendant l'époque nationale. Et puis après, avec la liquidation, ça s'est un peu éteint. Mais certains reviennent aujourd'hui au sein du COP Sevenol. Ce qu'on va faire, alors on va passer les matchs un par un. Il y en a 34, donc on va pas s'arrêter sur tous. On va s'arrêter sur 5 uniquement, 5 marquants, évidemment Saint-Priest et Draguignan. Première journée, Alès a battu Lyon, la réserve de Lyon 4-1. Alors c'était au Gros du Roi, puisque le Stade Pibaro était suspendu. Alors moi j'avais noté que c'était un supporter qui aurait insulté ou chahuté l'arbitre la saison d'avant. Je ne me rappelle absolument pas. C'est pas les fous chantants? C'était pas les fous chantants qui étaient sur Pibaro? Non, il me semble, ouais. Ah, c'était les fous chantants d'ailleurs. Alors, je sais pas de cette info-là, il me semblait que c'était suspendu, mais c'était peut-être les fous chantants d'ailleurs qui abîmaient pas mal la pelouse à ce moment-là, à chaque fois au mois d'août, et c'était dommage pour les matchs suivants. Peut-être que oui. Alors, le concert de Goldman, il me semblait que c'était pas en 99, mais en 2000 et quelques, mais peut-être. J'avoue que j'en suis pas sûr. Deuxième journée. Match nul à Montpellier, 2-2, donc les retrouvailles pour Bruno à Montpellier. Voilà, donc ces matchs-là, on va passer. Premier match à Pibaro, c'était contre l'Île-Rousse. C'était le 21 août. Grosse victoire, 3-0.
Alors, juste 500 personnes. Alors, 500 personnes, entrée payante. Notons qu'il y avait pas mal d'invités, etc. et de jeunes. Alors c'est bien d'avoir les chiffres parce qu'aujourd'hui on les a plus. Donc on sait pas combien il y a de personnes qui vont voir les matchs. C'est toujours à vue de nez. Mais là voilà, en entrée payante, il y avait 500 personnes pour cette fin du mois d'août. C'était but de Rossetti à la 17e, 1000 euros à la 30e et Basile à la Ah, 79e. Qui avait quand même. marqué. Bah, il a fini meilleur buteur cette saison-là, donc forcément on va en voir des buts. Et si je m'amuse à donner la compo ce match-là, Sanson, Soulas, Torres, Demirjan, Normand, Omon, Bekti, Basile Rossetti, 1000 euros et Akpakoun sur ce match-là. Voilà, donc bon, on va passer sur les matchs, j'essaie de voir les commentaires en même temps. Quatrième journée, alors on va s'arrêter sur ce match-là, c'était le match à Beaucaire. Donc c'était un concurrent aussi. Match particulier pour Sylvain puisque tu venais de Beaucaire de la saison avant Beaucaire, voilà. Donc Il y t'as a joué, 97-98. t'as porté les couleurs de Beaucaire. Et ce qui est particulier avec ce match, c'est qu'il y a une première mi-temps qui a été jouée le samedi. Le match a été arrêté à cause de la foudre et a été rejoué le dimanche dès le lendemain. Et Alès s'était imposé 2-0 sur ce match. Et moi, j'avais noté ce match parce que j'avais pas pu voir le match le samedi. Je pouvais pas y aller. Et finalement, j'étais content d'y revoir parce que j'ai pu m'y rendre le dimanche et assister à la victoire. Est-ce que vous avez un souvenir de ce match à Beaucaire? Est-ce que voilà la tension, peut-être la rivalité qu'on peut connaître, est-ce que vous la ressentiez sur le terrain? Alors peut-être Sylvain parce que toi tu y as déjà joué, mais vous sur le terrain, vous sentiez vraiment cette rivalité du moins dans la course à la montée? Ben moi, je l'ai senti plus quand j'ai joué à Beaucaire contre Alès. En plus, c'était un peu étrange parce que c'était le dernier, quand j'étais à Beaucaire, c'était le dernier match de la saison. Et ça s'est pas très très bien passé parce que bon, je crois qu'on fait un partout, mais il y avait eu bagarre, je crois, des trucs comme ça. Ouais, il y avait plus, si tu veux, il y avait plus de d'agressivité quand tu étais à Beaucaire que tu jouais contre Alès que le contraire. Après, moi, j'ai joué à Alès et contre Beaucaire, j'ai pas trouvé que, tu vois, dans l'environnement du match, j'ai pas trouvé que c'était aussi pas agressif, mais bon, nous, voilà, quand moi j'ai joué avec Alès, on était plus focus sur le résultat, plus focus sur le sportif que l'extra sportif qui est pas très intéressant en fait. C'était aussi le concurrent de l'année d'avant qui nous était passé devant. Donc aller chez eux, c'était toujours difficile. Et c'était un petit peu une revanche pour nous. Et je voulais juste revenir aussi sur les 4 premiers matchs. On dit souvent que ça détermine sur une saison. Quand tu démarres au Gros du Roi contre l'Olympique Lyonnais qui va finir champion devant nous, Mm. on est monté parce qu'on a fini second, premier club amateur, et qu'on les bat 4-1 d'entrée, donc on donne tout de suite le ton un petit peu de la saison. Ouais. Après, on enchaîne à Montpellier Hérault, qui est un club pro aussi, avec des joueurs pros, et on bat tout de suite Lille Rouge chez nous. Donc, dans une saison, c'est vrai que le début de saison, ça conditionne tout. Ça serait peut-être pas passé pareil si on avait mal démarré, mais tout de suite, on s'est mis sur les bons rails et on a senti qu'on avait une grosse confiance en nous, quoi, avec ce départ de saison. Juste, je fais une parenthèse du coup. Parce que cette année, par exemple, le club n'a pas fait de stage de début de saison, de préparation. Vous en avez fait un à l'époque? Moi, je pense pas, non. Non. Et je crois qu'on avait fait des concours de boules, tu vois, des apéros, des trucs comme ça pour souder le truc. Non, je pense qu'on n'a pas fait. Ouais. Non, je pense qu'on n'a pas fait. Enfin, moi, je me rappelle pas. Je sais pas Ouais, je si. me rappelle pas non plus. Je pense pas non plus. En revanche, il y avait beaucoup, tu vois, on va revenir. Et enfin, Dédé est entraîneur aussi. Moi, je l'ai été un peu, mais la cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe, mais c'est avant tout, si tu veux, avec la composition de ton effectif. Tu vois, tu as un coach, il peut organiser. Putain, la classe là. Qui c'est moi qui a qui l'ai cette fourni, celle-là. Tu parlais d'apéro et de pétanque, du coup, je me suis dit, tiens, l'illustration va bien laisser André Là, qui m'a ça, envoyé. c'est chez Sylvain, ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Il y a les petits et tout. Et avec Olivier aussi. Ouais, Olivier Jourdain qui était souvent avec nous. Ah ouais, c'était le genou, il était avec nous. Ouais, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi savoir choisir les joueurs. Tu vois, c'est l'addition de mentalité, c'est l'addition d'état d'esprit. Putain, tu vois, j'essaie de réfléchir, mais
on avait que des bons mecs, en fait. Même les mecs qui jouaient pas, tu vois, alors on avait les boules pour eux, ou ils avaient les boules, sûrement. Mais ouais, c'était pas. Et en plus, c'est ce que je disais un peu quand on s'est rencontrés, enfin, quand je t'ai envoyé la vidéo. Ben, quand on avait des choses à se dire, voilà, on se disait des choses et voilà, ça restait là. Et après, on pouvait aller boire un coup. Après, le match d'après, le mec il me sauvait, moi je le sauvais. On s'est embrassé. Je veux dire, tu vois, c'était vraiment sain. Voilà. On va dire qu'on avait un groupe extrêmement sain. Moi, il y a quelque Ouais, chose qui m'a marqué dans ce que tu m'avais dit. Alors, je sais plus si c'était non, c'est pas dans la vidéo. C'était la présence de Jean-Marie Roger. Et ça m'a marqué. Je crois que tu m'as dit, alors, ou l'un de vous, je sais plus, m'a dit il était présent quasiment à tous les entraînements. Tu sais, moi, Ouais. j'ai eu des présidents dans ma carrière, Daniel Echter, j'ai eu des mecs comme ça à Strasbourg, vraiment des mecs qui, voilà, qui rentraient dans un vestiaire, tu vois, qui n'étaient pas forcément un gueulard, qui rentraient dans un vestiaire, mais voilà, tu sentais le charisme du mec. Et ouais, je l'ai cité, Jean-Marie Roger, tu sais, c'est ce que je disais, une montée, c'est pas simplement les joueurs, c'est les joueurs, le staff. Moi, je me rappelais plus le nom, Dédé, peut-être tu vas m'aider. Yanetti, celui qui était responsable du stade au Moulinet. C'était Ah Denis. oui, Denis Yanetti. Voilà, Denis faisait le max pour qu'on ait une pelouse de ouf, tu vois. Il y avait même la secrétaire au bureau. Tu te rappelles, Dédé? Madame Baird, mais son prénom, je ne me rappelle plus. Ah, Marlène. Marlène. Donc, tu vois, c'est tout cet ensemble-là qui fait que on a réussi à faire un truc. Et après, oui, Jean-Marie Roger, que ce soit à la maison ou à l'extérieur ou aux entraînements, quand il est arrivé, je peux te dire, il te mettait pas la fièvre, hein, mais tu voulais un peu lui montrer que voilà, que tu étais bon, que tu étais ci. Et c'est ça aussi qui a fait qu'on était tout le temps au taquet. Ouais. Moi, ça m'a vraiment marqué quand tu m'as dit ça. Présent à quasiment tous les entraînements. Quand Ouais. aujourd'hui, les joueurs l'ont vu 2 fois à Pibaro cette saison. et, Moi, c'est vrai que je pense que la présence d'un président est hyper importante. Parce que tu as le coach qui est là pour corriger, pour faire les séances, pour animer avec son adjoint. C'est une chose. Mais avoir le financier, le patron du club derrière, qui met la pression, rien qu'avec sa présence, il est là. Il y a des attitudes et des comportements qui ne se passent pas quand tu as le patron. C'est comme dans une entreprise où tu as le patron qui est là. Les gens ne se permettent pas la même chose que quand il n'est pas là et c'est tranquille. Donc Jean-Marie Roger, il faisait un peu figure comme, entre guillemets, hein, comme Bernard Tapie. Beaucoup de charisme. Il a raison, Sylvain. Beaucoup de Ouais. charisme, beaucoup de présence. Il arrivait avec son gros cigare. putain, Non, mais c'était un truc de fou. tu Mais me rien l'as que levé ça. de la bouche. Mais c'est J'allais te vrai, dire. Il mais avait rien des que trucs. ça, c'était beaucoup de respect pour lui. Je veux dire, il sortait, je sais même pas, je crois qu'on lui faisait même pas la bise, hein. Ah non. On le saluait, on lui serrait la main, hein. Non. Ouais, C'était on lui serrait la main. C'était impressionnant là-dessus, hein. Est-ce que vous vous rappelez quand il venait à Pibaro? Je te coupe, Bruno, je suis désolé. Est-ce que vous vous rappelez les matchs à Pibaro où il arrivait avec la Mercedes limousine, le gros blouson en cuir de l'époque, vous savez, comme les coachs là, et puis il avait des cigares, c'était des Eh oui, énorme, c'est Il avait vrai. un chapeau aussi, hein. Il avait un Et chapeau. Ah, le le chapeau. le Et le chapeau. chapeau. Oui. Alors, On aurait dit un parrain de la mafia, quoi. C'est vrai. moi, me concernant, quand je suis arrivé à l'Est, j'étais beaucoup plus jeune et ça se voit d'ailleurs, beaucoup plus jeune que Sylvain. Et moi, donc, j'arrivais avec beaucoup moins J'y d'expérience. l'avais, Bruno. Je quittais le Montpellier La Paillade, donc avec son président Louis Nicolin. Et si vous voulez, Monsieur Nicolin était très présent. J'étais au centre de formation, il était très présent aussi. Et de par sa présence, de son charisme, de son aura, il en a imposé sacrément. Et comme disaient Sylvain et André, quand Jean-Marie Roger arrivait, il était vraiment là, quasiment à tous les entraînements. Il arrivait avec sa Mercedes, avec son chapeau, avec son cigare et son grand en cuir. Et sa présence, il parlait pas forcément beaucoup, mais sa présence faisait que il fallait pas déconner, quoi. C'est clair. Non, mais en tout cas, voilà, c'est le parallèle avec la saison actuelle qui est intéressant. Mais en Ouais. tout cas, ça m'a marqué quand j'ai parlé avec chacun d'entre vous de l'avoir mis en avant comme ça. C'est vrai qu'après, avec ce qui s'est passé et tout, le souvenir peut-être des supporters est pas tout à fait le même que ceux que vous avez vécu, vous, à l'époque en tant que joueur. C'était intéressant
de le souligner du coup. On va avancer. Je vais juste Vas-y. rajouter un truc parce que là, on le fait passer pour le père Fouettard. En revanche, quand tu étais blessé, que tu avais fait un mauvais match, etc., c'était quand même le premier à venir à prendre soin de toi, etc. Donc, voilà, je vais le répéter encore une fois, j'ai eu beaucoup de présidents de club et je pense qu'il fait partie du trio des présidents que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière. Très bien. Alors, on va avancer sur les matchs jusqu'au match de Marseille pour aller un petit peu plus vite. André, tu disais tout à l'heure, et ça me fait une transition toute faite sur le fait que c'était important de bien démarrer la saison, et donc on a vu les résultats. Après cette victoire à Beaucaire, il y a eu deux couacs, puisqu'on a reçu deux fois. On a reçu Porto Vecchio et hier, et ça a été deux matchs nuls. Ça a été du coup des points perdus à domicile, puisqu'il y a eu deux matchs nuls, un partout contre Porto Vecchio et un partout contre hier. Et d'ailleurs, à l'occasion du match contre hier, il y avait eu l'arrivée d'un nouveau joueur qui était Lilian Astier, qui venait de Saint-Étienne. Enfin, et le match après les deux nuls, c'est quoi? Victoire à Arles 2-1. Et je crois que c'était un match, alors je sais plus si c'est celui-là ou le match retour, où tu avais mis un retourné acrobatique. Ça me parle. C'est celui-là, voilà. C'est pour ça qu'il demandait. D'accord, c'est pour ça qu'il demandait le match. Je voulais rebondir là-dessus, c'est parce qu'après deux contre-performances, entre guillemets, puisque tu fais deux fois nul à domicile, le match capital, il est le match d'après à Arles. Donc je pense qu'on s'était fait bouger, je pense qu'on s'était remis en question. Et aller gagner à Arles, ça nous a remis sur les bons rails. Il y a victoire contre Arles, donc on était le 18 septembre. Et par rapport aux deux réceptions, Porto Vecchio, 900 entrées payantes. Et autant contre hier. C'est-à-dire c'est plus que la saison actuelle. On a eu de la chance. Hein. C'était pas le même prix aussi. Hein. Non, mais je pense que c'est pas un problème de prix. Je pense que à l'Est, ça reste une place forte du football. C'est-à-dire que il y avait deux tribunes aussi à l'époque. Ouais, d'accord. Mais tu enchaînes des résultats. Moi, je me rappelle, maintenant que tu en parles, tu vois, mais je me rappelle qu'on ait eu souvent la chance de jouer devant beaucoup de monde. Hein. Donc, tu mets 900 payants, mais il y avait. Il y avait plus. Je sais pas de moyenne. Je sais pas si quelqu'un avait à calculer la moyenne, mais on jouait. Les tribunes, elles étaient fournies. Ouais. Non, il y avait du monde. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait deux tribunes. Donc, il y avait vraiment un écho entre les supporters de la tribune Largué et les supporters de la tribune Ouest. Donc, du coup, on continue effectivement ce match à Arles à relancer, puisqu'après, il y a eu la réception de 7 et victoire 2-0 avec 1228 entrées payantes. On était le 25 septembre, c'était la 8e journée, et c'était des buts de Rodrigue Akpakoun à la 60e et Olivier Fauconnier à la 67e. Le match avait été dur à bouger, cette équipe de 7, et puis après, à l'heure de jeu, les deux buts qui avaient consacré la victoire alésienne. C'est sûr, tout à l'heure, je te disais la défense, qui était solide, avec Sylvain, avec tous les quatre défenseurs que je t'ai dit. Bon, il y avait Salim Bekti qui jouait aussi. Mais après, tu avais quand même, à la récup, tu avais quand même Raph Vasquez et Bobo, qui étaient deux super joueurs. Et offensivement, tu avais quand même du lourd. Parce qu'avec Steph Milro qui claquait des buts, Rodrigue Akpakoun, qui était un mec d'une percussion incroyable, qui allait à 2000 à l'heure, tout Fauconnier. Moi, pour essayer de finir, Christophe Rossetti en passeur, offensivement, je veux dire, on savait qu'on avait tout le temps des occasions. C'était impressionnant. Quand je regarde les noms, c'est vrai que des fois, on en oublie avec les années. Ouais. Mais on avait quand même aussi une attaque qui faisait. Il y avait une sacrée attaque. Moi, je me rappelle de ça. Ouais. Alors, c'était l'année d'avant. Tant pis, on fait un petit. L'année d'avant, il y avait une large victoire contre Rodez. Je me rappelle de ce 6-3 à Pibaro. Je sais pas si vous vous en rappelez. Alors, c'était la saison d'avant. Hein. 6-3 contre Rodez. Et j'y ai pensé récemment. C'était un collègue qui m'a envoyé un message quand on a vu que Rodez allait faire les barrages pour monter en Ligue 1. Et il me disait, il y a 25 ans, on leur mettait 6-3 à Pibaro en CFA. Voilà, c'était juste, des fois on se rappelle des anecdotes et on se dit, le temps a passé pas de la même façon pour tous les clubs. Hein. Carrément. 9e journée, défaite à Monaco contre la réserve de Monaco, 1-0. 1-0. Voilà, le match avait été pareil, reporté. Ils avaient une équipe de ouf. Hein. C'était but de Souleymane Camara, non? Alors ça, je l'ai pas. Les matchs à l'extérieur, j'ai pas toutes les coupures de presse. Moi, je regarde, je te dis. Ah, bah, si tu les as, vas-y, tu me dis.
Souleymane Camara, il m'avait fait passer un match, un enfer. Ah, mais il y avait des super joueurs. J'avais des jeunes joueurs, là, des mecs d'Europe du Nord, là, je sais plus, là. Un but de Ndiaye. Ah, c'est Ndiaye, oui, exact. Monaco, c'était costaud. Hein. Di Tommaso, ouais. Schilacci, Rodriguez, qui a été pro. Hein. Je dis juste cela. Ouais, ouais. Ici avec Plestan, Ndiaye, Mazurier. L'entraîneur, c'était Barilaro. Il y avait Plasil aussi. Ouais. Moi, je l'aurais pour le match retour. Au match retour, il y avait une belle revanche. Après cette 9e journée, il y avait eu le match de Coupe de France à Beaucaire. Et cette fois-ci, c'était une défaite. Voilà, 1-0, élimination en Coupe de France. Ça a peut-être servi pour la montée finalement. Je sais pas, après je n'ai pas le parcours en tête de ce qu'avait fait Beaucaire. Difficile de jouer de toute façon sur tous les tableaux quand tu joues la montée, je pense. Même si tu as un gros effectif, c'est difficile à jouer sur tous les tableaux. Vous c'était qu'est-ce que vous avez fourni, enfin, qu'est-ce que vous avez c'est quoi vos objectifs de début de saison? La montée. La montée, mais c'était le Prez qui avait lancé ça. Mais il avait mis beaucoup de pression, comme il a dit Sylvain. C'est-à-dire qu'il était venu, il avait clairement dit. Bon, il y avait Alain Mazoyer aussi, il y avait Claude Crégu qui venait aussi. Ils étaient un peu les trois présidents, mais le boss c'était quand même Jean-Marie Roger. Et il avait dit du style, on mettra la clé sous la porte si on monte pas. C'était quand même impressionnant. Ouais, c'était une grosse pression. L'année dernière, on n'est pas monté. Il a dit cette année, voilà, on renforce un peu, mais il faut qu'on monte à tout prix. Ça a été. Des fois, on dit qu'il ne faut pas mettre la pression au début d'année, mais là, on l'avait d'entrée, quoi. Ah ouais, là, il vous l'avait mis, ouais. Mais c'est vrai que l'objectif était clair. Voilà, on connaissait l'objectif. Et puis après, c'était à nous de faire ce qu'il fallait pour y arriver. La Coupe de France, peut-être qu'on aurait aimé aller plus loin, mais à choisir entre aller plus loin et monter, c'était vite vu. Hein. Exactement, ouais. Et par rapport, alors je ne sais pas si on en a parlé, mais tu disais qu'il y avait une équipe effectivement soudée, une bande de copains, etc. Mais c'est effectivement parce que l'équipe l'ossature était restée la même de la saison d'avant avec des renforts, hein, contrairement à cette saison aussi. Mais je fais partie de ces joueurs qui sont arrivés la deuxième saison, donc en 99, dans un groupe qui existait déjà. Mais je crois que dès ma première semaine de préparation, j'avais l'impression d'avoir été accepté comme si j'étais là depuis plusieurs saisons. D'accord. C'est difficile d'exprimer mon ressenti de l'époque, mais tous ces mecs, là, Sylvain, Dédé, tous ceux qui étaient là déjà depuis une saison, voire plusieurs saisons, ils ont intégré, ils ont accepté les nouveaux joueurs avec une facilité, avec une aisance et avec beaucoup d'empathie. Et puis, et ça, je pense que ça a contribué à ce qu'on ait ces résultats. Ça, c'est intéressant déjà comme anecdote. C'est bien d'avoir ce genre de choses, cette cohésion qu'on a ressentie sur le terrain. Hein. Que Sylvain, tu le disais, bande de copains, mais on le voyait en tribune que c'était le cas en fait. Hein. Et on vivait 7 jours sur 7 ensemble. Les lendemains de match, quand on était fracassés, eh ben, on se retrouvait tous, ou un gros noyau, on se retrouvait pour aller faire une grillade et pour aller taper une pétanque et puis reparler du match de la veille et puis on se retrouvait le lundi ou le mardi à l'entraînement. On vivait quasiment 7 jours sur 7 ensemble. C'est le coach. Je pense que M. Bourrier a réussi à composer un groupe d'une complémentarité extraordinaire et d'une mentalité extraordinaire. Je lis le commentaire de Takik parce que je le partage. Il dit cette équipe restera dans l'histoire du club. Bravo à vous. Effectivement, je pense que elle est marquante et c'est pas pour rien que ce soir c'est vous qui inaugurez les émissions spéciales parce que je pense que vous avez marqué pas mal de générations, les générations de supporters de l'époque en fait. Moi, c'est ce que je disais au début. Moi, en tant que jeune, j'avais on était toute une bande de copains, je ne vais pas les nommer, mais il y avait Dussard, il y avait Dumas, il y avait Sartori, il y avait Panza, Bouzige, il y avait Vicente, il y avait Lionel, il y avait Julien. Nous, notre objectif de cette équipe de 17-18 ans, c'était
d'essayer de nous montrer et de venir taper à la porte parce qu'on n'avait qu'une amie, c'était vous rejoindre, quoi. Et vous, quand je disais au début, vous êtes, pour nous, vous étiez cette saison-là, vous étiez intouchables, quoi. Et vous étiez vous êtes nos héros, quoi, nos héros alésiens, quoi. Mais malgré tout, tu vois, malgré tout ce que tu dis, Fred, bon, nous, on s'en rendait pas compte, parce que quand tu es joueur, tu te rends pas compte, tu vois que tu donnes du plaisir aux gens, on dit toujours ça, mais tu vois que tu fais plaisir aux gens parce qu'il y a du monde qui revient, que tu es encouragé, que tu es soutenu. Et pour revenir à ce qu'a dit Bruno aussi, tu vois, rien que les oppositions avec la réserve qu'on faisait à l'entraînement, chose qui se fait plus trop, il paraît, alors que c'était hyper important parce que nous, au départ, on se la racontait un petit peu contre la réserve. On se la racontait un peu, on était menés. Bourrier, il savait nous dire les mots et tout à la mi-temps. Bon, bien souvent, on arrivait à le gagner quand même, mais ça nous faisait vachement de bien de jouer contre la réserve parce que c'est toujours stimulant, parce que toi, tu as envie de montrer que c'est toi le patron parce que tu joues en une, et les mecs de la réserve, ils veulent montrer aussi qu'ils sont là. Et combien de fois on a fait des oppositions au Moulinet le mercredi, c'était super ça. Et ça mettait beaucoup d'émulation autour de l'équipe grâce à ça. Et ça, Marc, il le faisait vachement bien, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'en faire une opposition contre vous, avec justement. J'avais pris un bouillon, mais c'était. Ah ben tiens, on est étonnés. Bon, on avance un petit peu sur les matchs, on ponctue comme ça d'anecdotes. Après la défaite en Coupe de France, réception de Jura Sud et victoire contre Jura Sud de 2-1. Et c'était le retour, contre Monaco, je pense, de Guillaume Ray, qui avait été longtemps suspendu par rapport à un tacle malheureux la saison d'avant, où il y avait une jambe qui avait été cassée d'ailleurs. Et on avait entendu un joueur qui s'appelait Deschamps, au milieu de terrain. Sur un tacle glissé. Ouais. Et en plus, Guillaume, pauvre, s'il y avait un joueur qui était pas violent, c'était bien lui, pauvre. Et c'est vrai que sur un tacle glissé, putain, je me rappelle encore, là. On avait entendu le bruit dans la tribune, c'était terrible. Donc il avait pris, je crois, pas mal de mois de suspension. Il était revenu, du coup, on était autour du 16 octobre, retour. Contre Jura Sud, donc c'était Olivier Jourdac qui avait marqué 72e et Akpakoun 77e. Et Alès était mené depuis la 9e minute. Donc là, c'est pareil, ça s'est joué dans les dernières 20 minutes pour s'imposer contre Jura Sud. Et ensuite, défaite la 11e journée à Marseille, 1-0 le 30 octobre contre la réserve de l'OM. On enchaîne 12e journée, c'était une victoire contre Vitrolles. Donc pareil, le match a été reporté le lendemain. Ça a été 3 fois cette saison, en fait, où le match du samedi a été reporté le dimanche. Victoire 1-0 contre Vitrolles, et c'était un petit but de Haumont, et le titre de Midi Libre, un petit bout de Haumont, et puis Alès s'en va. Victoire 1-0, but de Haumont à la 22e minute. 13e journée, Bourg-Péronas-Alès, et victoire d'Alès 1-0, et but d'André Basile à Bourg-Péronas pour la 13e journée. Un service de Christophe Rossetti. Sur un service de Christophe Rossetti, et celui-là, je m'en rappelle parce qu'il me semble qu'on a démarré avec un ballon blanc et qu'on a fini avec un ballon orange parce qu'il neigeait. Eh bien, tu vois, le match a été reporté, effectivement. Non, mais attends, normalement, il était prévu le 20 novembre et je l'ai le 22 janvier, en fait. Il avait été reporté pour chute de neige, donc le match avait été reporté après, en fait, ouais. Et victoire 1-0. En première mi-temps, la neige commençait à tomber. Ah, c'est ça. On rentre au vestiaire à mi-temps, on ressort, le terrain blanc. C'est ça. On voyait plus rien. Et ça a été un combat, mais ça, je me rappelle très bien parce que ça a été plus un combat qu'un match de foot. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Alors, j'ai une question. Non, j'ai pas. Je vois Laurent qui me demandait si effectivement à Vitrolles il n'y avait pas Hakim Malek à ce moment-là, mais je le vois pas dans la liste des joueurs de Vitrolles ce match-là. Ensuite, 14e journée, 4 décembre contre la réserve de Nice. Alors c'est un match particulier aussi parce que contre la réserve de Nice, avec aussi des joueurs qui sont sûrement devenus pros pour certains, ça s'est joué dans les dernières minutes aussi parce qu'il y a eu 3-3. Ce match-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez. 3-3, but de Nice à la 37e, 69e et 51e. Et en fait, c'est Stéphane Milero qui égalise à la 88e, qui arrache le match nul à la 88e.
Et les premiers buts, ça a été 1000 euros à la 23e et Vasquez Garcia à la 72e. Donc Après, tu sais, Alès était mené 3-1 ce jour-là. C'était le ap- 4 décembre. après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, là, je me rappelle pas de ce match-là, hein, mais par contre, il y a eu, tout au long de la saison, il y a eu des matchs à émotion quand même. Ouais. Ah oui, carrément. On est monté, d'accord, ouais, super. Mais par contre, il y a eu des matchs, comme tu disais, où on a marqué à la fin, où on a égalisé à la fin. En fait, c'était une saison où il y avait tout. Tu vois, il y avait, je pense qu'on jouait bien au football en règle générale. Marc, il voulait vraiment qu'on joue bien au ballon. On a mis des buts de fou, notamment Monsieur Basile là. Tu parles des retournées, mais je veux dire, Des lobes aussi. Contre Villefranche, il y avait un lobe, il me semble. ouais, mais il avait pas fait Bon. exprès là. Mais sinon, euh, non, mais je veux dire, il y avait toujours, il y avait, je sais pas moi, à chaque match, il y avait une histoire et il y avait beaucoup d'émotions. Tout à l'heure, on va parler du match de Saint-Priest. Ouais, on va J'ai avancer, tout ouais. au long de la saison, tu sais, c'est pas comme une équipe qui survole le championnat, qui est, euh, qui est sans saveur malgré qu'elle est très très bonne et tout ça. Nous, ouais, on a gagné des matchs, mais à chaque fois il y avait quelque chose, il y avait un truc qui se passait. Et tout à l'heure, on disait, on se voyait, on mangeait ensemble, on buvait ensemble et tout, on faisait des soirées. Je crois que tu forces la chance en faisant des trucs comme ça, parce que tu y crois tout le temps. Hmm. Euh, tu, tu, tu sais que ton pote à côté, il est bon, mais tu es quand même là. Tu vois, et tout ça, je crois que ça se forme au travers de ce qu'on disait tout à l'heure. Mais moi, je me rappelle que, allez, peut-être pas tous les matchs, mais souvent, il y avait des histoires de ouf. Ouais. Et le rôle du public, il est important là, hein. Ah Ce que ouais, disait aussi, ouais. Bruno, quand tu joues devant 1000 personnes, à Pibaro, ça fait du bruit, hein. Et Et pour, donc, pour te porter, quand tu es mené 3-1 contre Nice à domicile, que tu joues ta montée, même si on est en milieu de saison, et que tu reviens souvent dans les matchs, bah, c'est qu'à un moment donné, le public il joue son rôle, hein, on le sait. Oui, non, mais Carrément. c'est clair. et On a avec quand même un public ici qui demande qu'à avec, revenir au stade et qui demande qu'à s'enflammer. On le voit quand il y a la Coupe de France. C'est- La tribune, elle est pleine, ils font 3000 personnes, 4000 personnes. Les gens, ils ont envie de revenir au stade, ils ont envie de revibrer. Et quand tu es Exactement, ouais. joueur, c'est le et top, ça, hein. avec une petite réserve, je me demande si ce match de Nice où Steph Miro met un doublé et Raph Vasquez met le troisième. Je crois que la veille ou l'avant-veille, l'épouse de Steph Miro a accouché de jumelles. Et exactement, exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait. Ouais, c'est le parrain, c'est normal. Midi Libre avait titré Les deux bonheurs de 1000 euros. Papa, hier matin, il fait son retour après une blessure et il marque un doublé. Et quand on est rentré sur le terrain, je ne sais pas pourquoi, c'est des trucs qui m'ont marqué. Quand on est rentré sur le terrain, j'ai dit Steph, joue pour tes filles. Tu vois, c'est des trucs qui m'ont. Ouais, Ouais, je me rappelle de cette anecdote-là. Joue pour tes filles. Et on avait eu un regard où il n'y avait pas eu l'alarme, mais il y avait eu quelque chose, quoi. c'est Ouais, ça. ouais. Et effectivement, je m'étais noté de le dire, tu vois, j'avais oublié, tu fais bien de le rappeler, papa est doublé. Euh, Ouais, c'est ça. alors, les gars, juste Avant attends, d'avancer, on va être coupé par Google. Je vais vous renvoyer un lien pour qu'on continue. On va terminer la saison et après on passera des images, etc. On parlera de Saint-Priest. Je vous renvoie un lien. Ne nous quittez pas, on se retrouve dans 2 minutes et on continue cette belle émission. Je vous renvoie le lien les gars et à tout de suite, hein. à tout de Allez. suite.
Voilà, on est de retour en direct. Fred arrive. En tout cas, Mika, bravo pour ce que tu fais parce que, Fred, ce que vous faites là, c'est bravo, bravo. Écoute, merci beaucoup. C'est la première saison qu'on fait ça. Et je pense que ça plaît pas mal. Donc, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est un plaisir aussi de pouvoir aussi revenir dans le passé, avoir des anciens joueurs, parce qu'on ne peut pas avoir les joueurs actuels. On ne peut avoir que les anciens joueurs, parce que les joueurs sous contrat n'ont pas la permission de venir à l'émission. Et tout à l'heure, Fred, il disait qu'on était ses héros. Mais non, nous c'était vous, nos héros, parce que on était sur le terrain comme des fous furieux grâce à vous, quoi. Et on s'interdisait de décevoir. C'était pas possible. Et c'est grâce à vous. Hop là, pardon. Merci. Ah, c'est bien, on te voit bien là, c'est bon. Attends, 2 secondes. Ça déconne. Ah, je pensais que vous seriez venu avec des couleurs AD. J'ai mis. Alors celui-là, vous l'avez tous porté. C'est pas celui de la saison dont on parle parce que je l'ai pas. C'est le Wanadu. Il a le Wanadu. C'est celui de la saison en nationale et vous y étiez d'ailleurs tous les trois. On est resté sobre. Alors, du coup, on enchaîne un petit peu. On va enchaîner les questions, mais on enchaîne un peu sur les matchs. Match nul à Villefranche, 15e journée, 1 partout. Et dernier match ensuite des matchs allés, c'était contre Saint-Priest, 0-0 avec 1146 entrées payantes. Et on était quand même le 8 janvier. Donc à Pibaro, plus de 1000 entrées payantes, c'était pas mal. 0-0, c'était un concurrent direct, on l'a vu. Moi, je vous dis, on devait être à 1500 facile tous les matchs. Facile. Mais plus on avançait, plus il y avait du monde, n'empêche. Ouais. Non, j'ai dit une bêtise, c'était pas le dernier match contre Saint-Priest, c'était à Draguignan le dernier match. Et là, c'était une claque 3-0. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Draguignan au match aller? 3-0. Alors, Sylvain, on te pose la question. C'était celui-là dont tu parlais où tu avais pris 3 buts. Moi, les défaites, je ne me rappelle plus. Hein. Alors, il n'avait pas beaucoup. Bah déjà, Bruno n'a pas été bon ce soir-là, je crois. Moi, j'avais été nickel. Non, je ne sais pas. C'était quand, tu dis? C'était le 15 janvier, 17e journée. Ah, ben on revenait des fêtes, je crois. C'est peut-être ça, non? C'est pour ça. Ouais. Ah, mais c'est vrai que le retour des fêtes, 0-0 contre Saint-Priest et 3-0 à Draguignan, pas de but. André, tu faisais quoi là? Il n'y avait plus de but en 2 matchs? Parfois, on est dans le dur, il faut travailler à l'entraînement. Et ouais, je sais que tu veux. L'hiver, pourtant, on a eu quelques résultats après, mais nickel, là, on a eu une période difficile. Oui, je veux juste rebondir quand même sur quelque chose, c'est que moi, je connais bien Sylvain parce que j'ai eu la chance d'être son adjoint. Je sais que quand il mettait les gants, et ça, c'est une anecdote que nous a dit Dédé tout à l'heure, Sylvain, c'est un gars qui aime bien chambrer, mais il faut le chambrer avec parcimonie. Et j'ai souvenir quand même, tu vois, tout à l'heure, il s'est moqué un peu de Dédé en disant ouais, c'est parce qu'il a mis le retourné, il faisait un peu le beau. Mais à l'entraînement, Dédé, est-ce que tu peux confirmer que quand tu travaillais devant le but, Sylvain, il était des fois comme tous les gardiens, c'est sûr que si on finit par une séance de volée et tout, bon, on se régalait, c'était le top. On mettait des centreurs, des volées, on travaillait devant le but. Mais il supportait pas, c'est sûr, comme tous les gardiens, le piquer sur une panenka sur un penalty, ou tu arrives devant lui, tu fais fin de frappe et tu fais le crochet. Bon, voilà, c'est tout. Mais après, il mettait aussi l'animation parce que c'est un réel chambreur. Donc, c'est clair. Et Bruno, il est pas mal aussi. Ouais, Bruno, il a été vice-champion du monde aussi. Alors, chambrer, c'est vrai. En revanche, une anecdote. Premier match de Olivier Jourda avec nous, donc remplaçant. Et alors, je sais faire la part des choses. C'est vrai que, comme disait Dédé, à l'entraînement, quand tu me fais un piqué et que tu rigoles, je peux éventuellement te poursuivre. Et là, juste avant je ne sais plus quel match c'était. Et Olivier Jourda, que tout le monde connaît, pareil, il n'est pas le dernier à chambrer, etc. Donc, échauffement avant match, donc encore plus important que l'entraînement. Il me fait pas un piqué comme ça, là. Je te jure, je l'ai poursuivi. Et non, arrête. C'est vrai que j'étais vénère. Bon, après, Dédé, il dit ça, mais je veux dire, lui, d'une autre façon,
il était comme un malade mental quand il ratait des trucs. Bon, heureusement qu'il n'en a pas raté des masses avec nous, mais à l'entraînement, je vais juste faire une aparté. On chambrait, on aimait bien être ensemble, etc. Mais on travaillait comme des dingues quand même. C'est ce que tu disais dans ta vidéo de présentation, ouais. Ouais, tous les matchs, on nous attendait parce que Dédé Basile, Sylvain Sanson, il y avait Soulas, il y avait des gens qui avaient fait déjà quelque chose dans le foot. Et après, à chaque week-end, c'était voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais tous les matchs il y avait une histoire, mais à l'entraînement en revanche il y avait pas de cadeau. Déjà on se faisait pas nous de cadeaux parce qu'on voulait sans cesse être bien préparé. Mais après voilà, après il y a des choses comme ça que voilà, Dédé c'était sous une autre forme, Bruno c'est pareil. Voilà, il fallait pas trop. J'ai 2 commentaires là que je vais vous partager. Il y a Marc qui nous dit on voit qu'ils sont nostalgiques. C'est vrai que ça se ressent. On voit que quand vous parlez d'Alès et de cette saison-là, ça trahit pas. On voit que il y a quelque chose qui vibre en vous, comme en nous d'ailleurs, hein, quand on discute de cette saison-là. Et alors il y a une autre anecdote de Pascal qui dit il y avait de la solidarité entre les joueurs. Je me souviens d'un match où Sylvain ne jouait pas. Et quelqu'un dans la tribune avait insulté notre gardien. Et c'est Sylvain qui s'est levé de sa place et lui a répondu un truc du genre répète ce que tu viens de dire. Voilà. Moi, je me rappelle pas de ce match. Hein, mais est-ce que je jouais à Alès? Je pense qu'il parle d'un match à Alès, oui. Je pense qu'il parle d'un match à Alès. Je sais pas de quel Ah, match. parce que tout à l'heure, je disais que quand avant de venir à Alès, je jouais à Beaucaire et effectivement, sur ce match-là, donc moi j'étais à Beaucaire, je jouais contre Alès. Et il y a une histoire comme ça qui est arrivée, mais c'est mon frère qui était intervenu. D'accord. Pour ça que Peut-être. Bon, donc, on va avancer un petit peu, on continuera à ponctuer Vas-y. l'anecdote. C'était la fin des matchs allés. Alès était deuxième derrière Lyon déjà. Lyon avec 55 points et Alès 47 points. Mais Alès c'était le premier club amateur, juste devant Saint-Priest, 47 points aussi. Ah ouais. Montpellier 46 points et Beaucaire 43 points. Et Monaco, Nice. Ben, on avait les réserves pro qui étaient, à part celle de Marseille, les réserves pro qui étaient dans le top 5 non, il y avait Monaco, Nice au top 7, voilà, c'est ça. Donc il y avait que Beaucaire, Saint-Priest et Alès qui étaient en club amateur à ce moment-là. Et bien, c'est que tu vois que tu construis quand même ta saison parce que dès la trêve, tu es dans les objectifs, tu es là. Ouais. C'est ça, oui, parce que la réserve de Lyon. Si tu es déjà décroché à 8 points, 9 points du premier club amateur, compliqué. Là, tu sens que tu es dans le bon wagon, tu sens que la phase retour, ça va être encore mieux, logiquement. Donc, c'est intéressant, ça c'est bien. Il y avait un petit match amical contre Nîmes. J'en parle ce que j'ai noté. On s'était incliné 1-0 contre Nîmes. On va pas s'attarder dessus. Du coup, c'est pas la peine. Match retour, donc réserve de Montpellier qui arrive à Alès, donc le 29 janvier. Victoire 2-0. But de Dédé à la 3e et de Loïc Chalier à la 38e. Voilà, contre la réserve de Montpellier avec 600 personnes, entrée payante. Il devait faire froid à mon avis ce soir-là. Ensuite, victoire à l'Île-Rousse, 19e journée, 5 février, 1-0, but de Stéphane Millereau. Et là, 20e journée, match particulier, la réception de Beaucaire, le 19 février. Et ce match-là, je voulais m'attarder dessus parce que moi, j'ai un souvenir de ce match, en plus d'avoir replongé les archives. Score final 2 partout. On menait 2-0 au bout de 20 minutes. Avec un doublé de Dédé, qui avait marqué à la première minute, à la 19e sur penalty. Et ensuite, Beaucaire avait fait une seconde période très forte, contrairement à l'OAC, du coup, à ce match-là. Et ils étaient revenus avec but de Yannick Liron, 68e, et Lateyedo, 80e, 2-2. C'était un match important, puisqu'on a vu que le classement était très serré. Est-ce que vous avez un souvenir de ce match, vous, en tant que joueur, et de ce match particulier? Parce qu'effectivement, il y avait une mi-temps pour chaque équipe. Et voilà, et en fait, on avait failli peut-être même le perdre, ce match, en deuxième période. Pour ma part, aucun souvenir. Moi, j'ai souvenir qu'on avait bien démarré, comme tu dis. Après, bon, Beaucaire qui était une grosse équipe aussi, mais même s'ils sont revenus à 2-2, tu vois, c'est des matchs qu'on ne perdait pas. C'est vrai. À domicile. Et ça, c'est hyper important. Quand tu n'es pas dans un grand jour aussi, savoir prendre un point quand même, c'est pas catastrophique des fois.
C'est ça. On s'est pas écroulé, quoi. 1540 entrées payantes, ce match. 1540 entrées payantes. Par contre, il y a des clubs de national qui ne les font pas. Hein. Non, mais c'est exactement. 1500 à Alès, une ville de 40 000 habitants, 1500 entrées payantes, c'est incroyable. Et là, c'est marrant parce que dans Midi Libre, j'ai la réaction votre réaction après le match, de vous trois. Alors, je vais le lire. Sylvain Sanson, on a manqué de rigueur, car on mène 2-0 et à l'arrivée, on se fait rejoindre. Si on veut monter, on n'a plus le droit de faire des faux pas comme ça, comme ce soir. On savait les qualités morales de Beaucaire, une équipe qui se bat jusqu'au bout. Elle l'a montré ce soir. Maintenant, 14 matchs de coupe nous attendent. Sylvain. Alors, André, le tournant du match, c'est la balle de Stéphane Milero sur le poteau. On a eu tendance à reculer. Beaucaire a joué l'attaque en deuxième mi-temps et nous nous sommes fait piéger. On a eu chacun notre période, mais la sortie d'Olivier Jourda a déséquilibré notre attaque. On a mal joué le coup. Et Bruno, c'est Beaucaire qui a fait le jeu en seconde mi-temps. On a beaucoup trop reculé et la balle de 3-0 que nous avons eue aurait tout changé. Encore 2 points de perdu à la maison parce qu'on s'est fait pousser dans notre camp en perdant aussi les pédales au milieu de terrain. Beaucoup d'équipes viennent à Alès pour prendre des points, ce qui n'est pas normal. On mettait la pression. Tu vois, ces 3 interviews, en fait, c'est aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui, déjà tu parles pas comme ça c'est une certitude parce que tu as peur de prendre la foudre par tes potes, etc., etc. Mais nous, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, là on l'a fait auprès du journaliste, mais je peux t'assurer que dans les vestiaires, quand on sortit d'une prestation comme ça, on se disait les choses et encore plus le lendemain au décrassage. Donc tu vois les quelques mots qu'on a pu dire tous les trois, on s'en veut. Voilà, à la fois on est positif aussi sur Beaucaire. Tu vois, on était vraiment. C'est pour ça même ces interviews là ressemblent un peu à la mentalité de tous les. Mais tu le dis, aujourd'hui on n'a plus ça. On n'a plus ce genre de choses dans Midi Libre. Là, c'était Yann Barry qui vous suivait à l'époque. Des articles très complets, des interviews, ils ont dit des avant-matchs, des complets avec le groupe, les blessés, les cartons. On avait tout. On n'a plus ça. On a plus ça. Ouais. C'était plus médiatisé, hein. C'était plus médiatisé. Mais c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Il y avait la présentation du match qui était vachement importante. Il y avait l'après-match. Il y avait beaucoup de choses. Dans les journaux, c'est vrai que ça conditionnait aussi le public qui venait aussi. Hein. Non, mais je sais pas. Mika, tu dis combien de personnes pour Beaucaire là? 1540 payantes. Donc il devait y avoir 2000 personnes ce match. Non, mais on jouait pas à 11, on jouait pas à 12, on jouait à 13. C'est fou, hein? C'est vrai. C'est incroyable. Est-ce que vous vous rappelez quand vous. Je sais que vous étiez un peu dispersés un peu autour d'Alès. Les entrées de ville à Alès, il y avait les panneaux. Les panneaux. Bien sûr. Présenter les matchs. Et moi je me souviens surtout de celui qui était quand on arrive de Saint-Christol-les-Alès, le rond-point avec les bambous là. Il y avait un grand panneau là et il y avait les matchs avec l'horaire, machin. Moi j'ai souvenir de ça. C'était inratable quoi. La ville était, le club communiquait, la ville était derrière quoi. C'était vraiment, il y avait un engouement énorme quoi. Mais quand on sortait se promener en ville, en famille, entre copains, entre amis, on tombait toujours sur quelqu'un, sur une personne qui allait nous parler du match qui était passé ou du match à venir. C'était constamment. Cette ville, elle pue le foot. Elle pue le foot, cette ville. C'est incroyable. Il y a des gens qui attendent que ça, quoi. C'était, moi, ça m'a vraiment marqué, quoi. Des passionnés dans la ville, c'était en permanence. Il y a quelques commentaires des joueurs de Beaucaire aussi, et je trouve ça très fort aussi quand ils disaient, parce que pour eux le match était aussi très important. Hein. Il y a Philippe Souvigné qui disait à 2-1, le coup n'était plus le même. Si on avait réduit le score plus rapidement, je crois qu'on les aurait bouffés. Si t'es Midi Libre. Il y avait qui? Il y avait Philippe, c'est un pote, on a joué ensemble aussi à Tours. Franck Royer, pardon, qui disait: je n'ai jamais perdu à Alès. Avec Saint-Brieuc en D2, j'avais fait match nul en championnat, on avait gagné en Coupe de la Ligue. Et il disait: nous avons aussi su exploiter les côtés. Le coach nous avait dit à la pause: si vous marquez un but, ils se cagueront dessus. Je cite, hein.
ce résultat nous permet de limiter les dégâts au classement. C'est complètement mérité car on a eu pas mal d'occasions. Et Michel Esteban, qui était entraîneur de Beaucaire cette saison-là, avait dit: j'avais peut-être lancé trop de jeunes dans le grand bain dès le départ. J'ai essayé de rattraper le coup petit à petit. Ça a réussi. Si on se montre un peu plus réaliste, on peut espérer mieux. Ah, la saison elle se fait sur la régularité. Hein. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Exactement. Mais moi, ça m'avait marqué. Ce match m'avait marqué par rapport à les commentaires, l'attention du match aller aussi. Il avait la revanche. On a vu tout à l'heure qu'on avait gagné 2-0 là-bas et donc ils voulaient effectivement prendre la revanche. C'était un match très intéressant. Voilà, bon, on va continuer un petit peu et j'ai une question de Laurent. Est-ce que durant la saison, vous avez douté de pas atteindre l'objectif? J'ai pas le souvenir de ça. Je pense qu'il y a eu des moments difficiles, mais entre nous, déjà, comme il disait Sylvain, on a su se remobiliser comme il fallait dans les bons moments, dans les moments difficiles, je veux dire, pardon. Mais il y a le coach aussi qui était là pour. Parce qu'en fin de compte, le coach, on disait des fois, quand on le voit maintenant, on disait peut-être qu'il était à l'ancienne parce qu'il avait 65 ans, mais en fin de compte, tous ces mots étaient très pesés, tous ces mots étaient très sensés, toutes ces causeries étaient imaginées et on n'avait qu'une hâte, c'est s'arracher pour lui. Pour lui, pour le président. J'ai l'impression qu'on était redevable de quelque chose. Enfin, moi, je sais que personnellement, il m'a beaucoup apporté parce que quand je suis arrivé, ses premiers mots, 25 ans après, je m'en souviens encore. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu en contact avec lui. Et je lui ai passé le bonjour par rapport à l'émission. Et son fils, il m'a dit qu'il était un peu fatigué maintenant parce qu'il a quand même 89 ans. Et oui. Mais par contre, moi, quand je suis arrivé, ma première fois, je suis rentré au vestiaire et il m'a dit enfin, on l'a eu. Comme si c'était Mbappé qui arrivait au Real. C'est un truc de fou. Donc je me suis dit, un coach qui parle comme ça de moi, enfin, on l'a eu, du style, on a tout fait pour qu'il vienne. Et après, j'aurais mis ma vie sur le terrain pour lui. C'est ça, en fin de compte. Ouais, et Bruno, quand il dit on était indestructible, on avait cette force collective, mais individuellement aussi, on avait cette envie, cette niaque. On avait tous quelque chose à prouver pour quelqu'un. Ça, je le ressens, ça. Je pense qu'il y avait quelque chose au-dessus de nous. C'est difficile à exprimer. Il ne pouvait rien nous arriver. Ce qu'on vivait au quotidien, tous ensemble, ce qu'on vivait dans la ville, ce que le discours du coach, le discours du président, des dirigeants, il y avait quelque chose quelque chose qui n'est pas palpable, qu'on n'arrive pas à définir, on n'arrive pas à mettre un mot dessus, mais il ne pouvait rien nous arriver. À la fin, on montrait. Donc, pas de doute. Ça me fait plaisir ce que dit Dédé concernant Marc Bourrier, parce que je ne sais pas, Sylvain, si tu te rappelles, quand on était ensemble tous les deux, quand j'ai eu la chance d'être ton adjoint, on a eu son petit-fils dans le groupe, Thibaut. On a eu Thibaut. Et son fils qui était Jean-Marc. Quoi. Jean-Marc était éducateur, ouais. Et je crois que Marc est toujours sur Ganges, je crois. Ouais, il habite à Ganges, ouais. Et c'est bien parce que ça, enfin, je sais pas, j'ai l'impression moi qu'on est tous restés plus ou moins toute cette génération en contact, plus ou moins. Bon, après, on est tous restés plus ou moins tous dans le football. Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est particulier. Bon, je vous propose on avance un petit peu, on continuera sur les anecdotes là. Donc après ce 2-2 contre Beaucaire, 21e et 22e journée, 2 déplacements à Porto Vecchio, défaite 2-1. Et à hier, match nul 0-0. Donc là, on était sur une série de 3 matchs sans victoire à ce moment-là. D'ailleurs, Midi Libre avait titré pour le match contre Arles, 23e journée, le 11 mars. À l'Est, pas de droit à l'erreur devant Arles. Victoire 2-0, but de Basile 15e et Akpakoun 89e. Donc contre Arles. Et on était la 23e journée à ce moment-là. Ensuite, déplacement à 7, 18 mars, 24e journée. Victoire 2-1 sur la pelouse du FC 7. 7, de manière générale, a toujours été un bon adversaire pour Alès. Il y a souvent de victoires contre 7 à l'époque de la D2 que j'ai pas connu, mais en général, c'est pas notre bête noire, 7.
Maintenant, on espère pour eux qu'ils vont vite remonter parce que je crois qu'ils remontent cette année. Hein, ils sont en R2 là et c'est toujours agréable de jouer contre eux. Ensuite, réserve de Monaco, 25 mars, 25e journée. Et là, 3-0. Et on commence à attaquer la dernière ligne droite, puisque c'est la 25e journée, il reste moins de 10 matchs. 3-0, but de 1000 euros, un doublé, 25e, 70e. Et Arthur Demirjan, 53e. 1015 entrées payantes contre la réserve de Monaco. Après la défaite au match aller, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, 26e journée, déplacement à Jura Sud, un partout, but d'André Vasile à la 83e. Alors j'ai pas l'heure, j'ai pas la minute du but de Jura Sud, mais je pense que c'était le but de l'égalisation du coup. Oui, je pense. Et ce point finalement, on verra à la fin de saison qu'il va compter énormément. Enfin, c'est 2 points, pardon, c'est 2 points. Et là, on arrive 27e journée, le 8 avril, contre la réserve de Marseille. Donc on va s'arrêter un petit peu sur ce match. Alors Bruno, toi tu étais forfait parce que tu étais blessé. Et tu étais blessé jusqu'à la fin de la saison. Opération du ménisque, exactement. Et ce match contre Marseille, moi je me rappelle même sans lire mes archives parce qu'on avait pris un but très vite. 4e minute, but de Calandria. Salim Bekti avait égalisé à la 10e minute. Et après il a fallu attendre à la 93e minute pour ce coup franc d'Arthur Demirjan dans la surface. Vous l'entendez encore claquer ce but? Ah mais moi je le vois. Alors je sais pas si quelqu'un a les images, si France 3 Languedoc-Roussillon peut les avoir ou pas, je sais pas. Mais je pense que je payerais pour revoir ce match ou ce but. Ce but, alors je crois que le gardien avait gardé le ballon trop longtemps dans les mains. Coup franc indirect dans la surface, décalage de je sais plus qui. Et Arthur il met une mine dans la. Et là le stade explose. Moi alors je me rappelle comme c'était hier. Quel match! Avec 1047 personnes sur cette rencontre. Est-ce que vous avez un souvenir de ce match comme nous on peut l'avoir? Je me rappelle un petit peu. Ouais, moi je me rappelle. Maintenant que tu en parles, oui, c'est vrai que c'est ça, le gardien il garde trop longtemps le ballon dans les mains et ouais, maintenant que tu en as parlé, je revois un peu. Après, c'était la folie aussi. Hein. Après, ça a été. Mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Regarde, quasiment un match sur deux, il y a une histoire. Ouais, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Alors on s'est arrêté sur ces 5 matchs-là parce qu'on peut pas tous les faire, sinon on est là jusqu'à demain matin. Ouais, mais voilà, et là c'était sur Midi Libre, donc hier Sanson a sauvé la baraque. Voilà, donc la photo du match de Sylvain contre la réserve de Marseille ce 8 avril 2000. D'accord. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de gardiens avec des pantalons. Vous vous rappelez de ça? Mais tu sais, c'est étrange cette photo parce que moi je jouais rarement en survêt. Hein. Eh oui, c'est ça, tu étais tout le temps en short. Moi je me rappelle de toi en short. Ah. Mais Fred, là sur la photo, Sylvain il a déjà 50 ans. Hein. Là, c'est mais c'est à ton jubilé, ça, non? Mais c'est bien. Jubilé, je crois. Mais il y a encore des cheveux. Et il y avait des cheveux, ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, je dirais rien, moi, pour les cheveux. Moi non plus. D'ailleurs, on ne te voit pas bien, Bruno, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. On ne voit pas tes cheveux, là. Et voilà, mais alors, je fais une aparté, Sylvain, il y a Taki qui me fait. Pour ceux qui ont été attentifs au générique spécial de l'émission, il y a un but d'Alès qui est marqué contre Sylvain, à l'époque qui jouait à Strasbourg. Donc, revoyez, une fois que l'émission sera terminée en replay, dans le générique, il y a un but et c'est Sylvain qui prend le but à Pibaro. Mais à l'époque, Sylvain était à Strasbourg. Et d'ailleurs, il était très agacé sur le but. Hein. On le voit, il demande hors-jeu, il regarde partout et non, le but a été bien validé. Voilà, pour la c'est ça. Mais tu pourras le revoir du coup sur le générique. Et tu as joué avec Yuri Djorkaeff, effectivement, Taki qui le rappelle. Voilà, le match de Marseille était. Vas-y. Et Franck Leboeuf, champion du monde. Et d'ailleurs, il y avait Carasso dans les buts de Marseille ce match-là. Ouais. C'est ça. Après les autres, je les connais pas. Voilà, moi le match de Marseille, c'était ce but de Demirjan exceptionnel. Alors je sais pas si vous êtes toujours en contact avec Arthur ou pas, mais alors ce but-là, magique. Bon voilà. Moi j'entends,
j'entends le bruit encore Ouais. c'est incroyable. Ça a retenti, ça a résonné dans Pibaro et après Pibaro a explosé. C'était incroyable, incroyable. Ça a claqué. Ouais. Ah, ça a claqué, ouais. J'avais assisté dans la tribune et ça avait été très, très fort. Très, très fort. À mon avis, Dédé devait être jaloux parce que mettre un but comme ça où ça claque et on s'en rappelle 25 ans après. Ah oui, non. Non, c'est pas question de jaloux parce que là, quand tu marques à la 93e, n'importe qui marque, je suis content. Hein. C'était la folie. Ça devait être pour un gaucher, je pense. À Attends, 2. Après, bon, côté moi, souvent, je l'ai tiré direct et Arthur s'était décalé avec la grosse frappe qu'il avait, c'était lui. Non, mais alors là, c'était, il a tout emporté sur. Quel match! Non, franchement, c'est pour ça que je voulais qu'on s'arrête sur celui-là parce que c'était quand même. Et c'était un match qui a lancé la dernière ligne droite. Malgré tout, on l'a vu, réserve de Monaco 3-0, réserve de Marseille 2-1, 1047 personnes. Ensuite, on enchaîne 28e journée, victoire à Vitrolles 2-1. On était le 15 avril et là, on approche vraiment les derniers matchs. Hein. Donc, j'ai pas les buteurs. Je sais pas si André, tu les as contre Vitrolles. Ouais, je pense que je les ai. 28e quelle journée? 28e journée. 28e, on est mené à la 24e. Arthur, il égalise à la 79e. Et moi, je marque à la 83e. Ah, le but de la victoire. Je crois que c'était sur coup franc. Et ça, c'était des matchs importants parce que Vitrolles, c'était difficile à jouer chez eux. C'était des matchs compliqués, Vitrolles. C'était un peu chaud. J'aimerais rebondir là-dessus, Mika. Vas-y, j'aurai de le temps aussi, Fred, c'est pour ça. Ouais. On arrive vers la fin de saison, on est dans la dernière ligne droite. Est-ce que vous, alors c'est une question collective pour tous les trois, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a eu un moment dans la saison où vous vous êtes dit, tiens, peut-être ce match-là, ce moment-là, à quel moment vous vous avez dit, on va le faire? Moi, je pense que à partir du moment où on a à la trêve, quand tu es dans le bon wagon, que tu es déjà devant, il y a eu des moments difficiles, on l'a vu, on a des fois enchaîné 3 nuls, enfin 2 nuls, une défaite. Mais à partir de la trêve où tu sens que tu es dedans, je pense que là, tu te dis, bon, il y a un coup à jouer parce qu'il y a des réserves pro aussi, elles ne peuvent pas monter, certaines. Donc on a un coup à faire. Après, elles peuvent pas monter, mais il faut quand même prendre les points contre eux, quoi. Et donc, à partir de la trêve, pour moi, après, bien sûr, que quand tu arrives dans le Money Time, dans les 3-4 derniers matchs, bien sûr que la pression, elle est plus importante. Mais à partir de la trêve où tu sens que tu es dans le bon wagon, pour moi, c'était là le moment. Moi, j'ai pas un moment, j'ai pas un match bien précis. Je crois que je vais me répéter encore une fois, mais on avait un tel groupe avec des mecs qui étaient, c'était des gagneurs, on lâchait rien. Et puis, dès le début de saison, je sais pas, j'étais convaincu qu'on allait atteindre l'objectif. Donc, il n'y a pas vraiment un moment précis dans la saison qui m'a fait basculer en me disant c'est bon, on va le faire. Non, c'est bon, on va le faire dès le début de saison. En tout cas, ça a été mon ressenti. Il y avait une énergie qui était assez extraordinaire dans cette équipe. Très bien. Sylvain, peut-être non? Bon, non, c'est un peu ce que dit Bruno et ce que dit Dédé. En fait, début de saison, tu vois l'effectif que tu as, on te donne un objectif, et après l'objectif, il s'affine avec la fin de saison, en fait. Là, on est content de dire, ouais, on est monté, etc., etc. Mais entre l'objectif et atteindre l'objectif, des fois, c'est très différent. Et surtout, comme tu disais, là, je sais pas si c'est les 10 derniers matchs, mais déjà à la trêve, tu te dis, bon, ben, on est dans le coup, les gars. Et après, je sais pas si c'est les 10 derniers matchs. Moi, je sais que tu commences à avoir plus de pression, où tu te dis, putain, l'objectif est là. Je sais pas, moi, les 4 derniers matchs, peut-être. Où là, t'as les dents qui poussent et tout. Hein, je te jure, les 4 derniers matchs, tu commences à être, en ce qui me concerne, tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu te couches le soir, tu penses qu'à ça. À l'entraînement, tu redoubles. C'est pas que, ouais, j'allais dire, c'est naturel. Tu redoubles de trucs parce que tu sens un peu comme les chevaux là. Tu sais, tu sens que tu es presque là. Et c'est vrai que
tu vois, tu parlais de certains matchs, tous les matchs ont été difficiles. Et à la fin, je crois qu'à la fin, tu es tellement conditionné. Enfin, toujours pareil, je parle de moi, tu es tellement conditionné et tu es tellement convaincu aussi que tu vas monter que, je sais pas, moi, tu es sûr que tu vas monter. Voilà, tu es sûr, tu rentres sur le terrain, tu as les bras qui font 2 mètres, je sais pas moi, pour Dédé ou pour Brun, mais tu as une facilité dans le geste, alors je dis pas que tu as la pression, tu as le trac positif, c'est-à-dire que tu as hâte de jouer, tu as hâte d'enfoncer, pour Dédé, tu as hâte d'enfoncer le gardien adverse, pour Brun, c'était de faire en sorte que ton adversaire direct, tu le prennes dans ta poche pendant tout le match. Voilà, je pense que moi, la saison, ça s'est joué très content en début de saison. Et après, à fond, plus on avançait vers la fin des matchs, plus il fallait pas que, voilà, c'était impossible qu'on passe à côté. Bon, Mickaël, J'avance. Vite, on l'a dit. Ensuite, victoire contre Bourg-Péronas. On était le 22 avril. 1-0, 1120 personnes entrée payante. But de Rodrigue Akpakoun à la 14e. Déplacement à Nice, 30e journée. Donc là, vraiment, il ne restait plus que 5 matchs. 29 avril, victoire 2-1. But de Basile, 46e. 1000 euros, 80e. Laurent le faisait remarquer. Il y a eu énormément de buts que vous avez marqué dans les 10-15 dernières minutes, en fait, soit pour égaliser, soit pour gagner. Ouais, c'est l'équipe qui lâche rien. Et c'est l'équipe qui veut obtenir le résultat qu'il faut. Et c'est vrai qu'on allait arracher souvent les matchs à la fin. C'est rare qu'on prenait un but dans les dernières minutes. C'est vrai. Et donc, du coup, on enchaîne 31e journée, 6 mai. Victoire contre Villefranche-sur-Saône. Basile a été l'auteur d'un but magistral face à Villefranche, titre midi libre. L'OAC fait un pas de plus vers le national. 1200 personnes entrées payantes. But de Rodrigue Akpakoun, 24e, et André Basile, 34e. Victoire 2-0 contre Villefranche. Et là, on va rentrer sur le match, le déplacement à Saint-Priest. Alors, juste avant, je vais lire le commentaire de Paul. Paul qui dit « Je ne vous ai pas connu, messieurs, mais merci d'avoir fait honneur à ce maillot, d'avoir contribué à la gloire de ce club 25 ans plus tard. On entend encore parler de ces années-là. » Effectivement, il était trop jeune, il n'a pas connu... mais je pense qu'on rabâche tellement ces souvenirs-là, et je pense que ce soir aussi sert aussi à mettre la lumière sur cette saison-là, qui fait que voilà, je voulais lire le message de Paul, le Paul. Alors, le match de Saint-Priest, on va bien sûr s'y arrêter. Et moi, alors, je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission que Cédric devait participer. Il n'a pas pu, mais il m'a écrit un message que je vais vous lire. Alors, il y en a pour 2-3 minutes, parce qu'il était dans le bus maudit. Le bus qui est tombé en panne. Donc, je vais le lire. Je vais en même temps diffuser... pas mal de photos d'ailleurs de ce déplacement à Saint-Priest. Il y avait pas mal de... voilà, par exemple, il y a celle-là attendez, hop, qui me parle. C'était après la victoire. Et on voit Sylvain d'ailleurs attraper un supporter. On voit Jean-Marie Roger qui était sur le banc. Et on Par contre, les gens, ils avaient le visage peint en bleu et blanc. Mais justement, alors je vais lire le message de Cédric. Je vais lire le message de Cédric, je le retrouve, et après on va parler de ce match. Alors ça commence, alors je vais essayer de mettre l'intonation. Je me souviens de cette journée printanière du mois de mai 2000 comme c'était hier. Je me souviens d'être entré dans ce 3e bus, dit le bus maudit, par plusieurs supporters, mais qui pour moi aujourd'hui reste un acteur majeur de ce souvenir inoubliable. Je me souviens dès le premier kilomètre que nous avions affaire à un chauffeur hors du commun. Emporté par nos chants, celui-ci nous a gratifié de 3 tours de rond-point à l'entrée de la 2x2 voies sous les hollets des Oaciens. Direction Saint-Priest pour la grande finale. L'enjeu était énorme. Nous devions être à la hauteur de l'événement. Séquence de maquillage bleu et blanc, écharpe de l'OAC fièrement collée à la vitre à chaque fois que nous croisions une voiture. L'animation dans le bus était à son paroxysme, à tel point que notre chauffeur, encore une fois, se laisser pousser des ailes en rétrogradant pour faire tirer les rapports en pleine autoroute sous les chauffeurs cités champions appuient sous leurs champignons. Je me souviens en plein milieu du trajet, une fumée épaisse faisait son apparition à l'arrière du bus. Arrêtés sur l'arrêt d'urgence, nous
constations le pire, la courroie de distribution était en train de lâcher. Après 1 heure de dépannage, nous voilà repartis, rassurés mais terriblement déçus de savoir que nous allions rater une bonne partie de la première mi-temps. Pas grave, nous étions à bloc. Je me souviens, il est 20h, le match démarre, nous sommes condamnés à parcourir les 50 derniers kilomètres. Puis nous apprenons l'ouverture du score de Saint-Priest. Le moral prend un coup. Et comme si ce n'était pas assez, un deuxième coup dur arriva. Notre chauffeur a trouvé le moyen d'avoir inséré la carte bleue à l'envers au dernier péage avant de sortir de l'autoroute pour prendre la direction du stade. Un quart d'heure d'arrêt. Cette fois, c'était sûr, nous arriverons juste avant la deuxième mi-temps. Je me souviens de cette délivrance au moment où nous sommes rentrés dans le stade, fiers de brandir nos couleurs sous le regard médusé des supporters adverses qui se demandaient d'où l'on venait et des chants repris en chœur par les supporters alésiens qui étaient déjà sur place. La fratrie oassienne était au complet. Je me souviens comme un signe de ce but de Stéphane Milero dès l'entame de la seconde période qui nous propulsa dans un état second. Je me souviens de ce match âpre, de ce combat dont vous avez fait preuve ce soir-là, messieurs, et ce jusqu'à la dernière seconde. Poussés par nos chants, nous avions tout donné pour vous donner de la force, au point de ne plus avoir de voix à la fin du match. Je me souviens de ce coup de sifflet final qui délivra tout un peuple alésien. C'était l'apothéose. Nous tenions la N1, enfin presque, à 99% comme on disait ce soir-là. Je me souviens, après une petite bagarre des familles entre joueurs à la fin du match, m'être agrippé au grillage pour vous féliciter et vous regarder comme des héros. En témoigne la photo dans le Midi Libre où on m'aperçoit à côté du gars en perruque regardant Sylvain Sanson, les yeux ébahis et le front tagué OAC. Et bien du coup, Cédric, c'était lui. Voilà, je t'avais pas reconnu, désolé Cédric. Il est sur la photo derrière. Je me souviens d'être escorté par la sécurité jusqu'au bus car l'ambiance devenait très tendue. D'ailleurs, Sylvain, tu en avais parlé dans ton en chantant on est à N1, on est à N1, on est à N1. Puis je me souviens de ce bus, ce fameux bus ne voulant plus démarrer, panne de batterie. Nous étions contraints de dormir sur place et dans le bus, nous refaisions le match ou plutôt la deuxième mi-temps 100 fois jusqu'à 4-5 heures du matin. Dans la soirée, nous apprenions que les joueurs et les supporters s'étaient arrêtés sur une aire d'autoroute pour boire un coup et fêter la montée. Quel regret de ne pas avoir été avec vous. Quelle frustration. Mais pas grave, nous étions en N1. Je me souviens de France 98. Je me souviens au même titre cette fameuse journée de déplacement à Saint-Priest. Messieurs Sylvain Sanson, André Basile, Bruno Torres et tous les autres, je me souviendrai à jamais des émotions que vous m'avez procurées ce soir-là et durant toute la saison 99-2000. Je suis infiniment reconnaissant de ce que vous avez fait pour l'OAC. Vous êtes pour moi, comme beaucoup de supporters, des héros. Je me souviens de vous avoir dit merci il y a 24 ans. Je vous le redis ce soir. Merci infiniment. Cédric, on te salue et merci pour ce beau discours. C'est touchant. Voilà. C'est très touchant. C'est très touchant, c'est fort. Ce sont des paroles qui, c'est fort. Qui touchent vraiment. Hein. C'est vraiment pas du cinéma, je peux vous le dire. Hein. Ah non, mais moi, je pense qu'il a écrit avec le cœur. Il râle vraiment de ne pas avoir été là ce soir pour vous le dire. Mais je tenais à lui lire ce message parce que je pense que ça résume vraiment ce qu'on pense tous. Ouais, bravo. Bravo. Merci. Si on revient sur ce match, effectivement, il a dit but juste avant la mi-temps de Saint-Priest, égalisation de 1000 € à la 48e. Moi, je me rappelle d'un souvenir, c'était Bruno, tu étais là, même si tu jouais pas. Je me rappelle que tu poussais les supporters à donner encore plus de voix. On était, je crois, 300 dans le stade ce match-là. Et c'est un souvenir effectivement inoubliable. Parce que je sais que partout, que ce soit à domicile, à l'extérieur, vous avez toujours eu un rôle, ça c'était mon ressenti, vous avez toujours eu un rôle très très important. Et à Saint-Priest, bien sûr, j'étais blessé, et je savais que les joueurs, les mecs qui étaient sur le terrain, ils avaient besoin de vous. Ils avaient besoin de vous pour tenir, pour aller au bout. Et vous l'avez fait, et ils l'ont fait grâce à vous aussi. Ouais. C'est vrai. Il a eu de la chance. Ouais. Match tendu, c'est vrai. Ouais. Et du coup, sur ce match, Sylvain l'a dit sur sa présentation, le match était tendu, vous aviez dû être exfiltré assez rapidement après la douche et vous aviez donc retrouvé les supporters, vous aviez eu un coup sur une heure d'autoroute. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir boire un coup avec les joueurs. Oui. J'étais pas dans le bus maudit. Ouais, parce que je crois que c'était le souvenir, je crois que c'était trop chaud là-bas autour du stade pour qu'on fasse quelque chose, qu'on boive un coup ou quoi. C'était pas
c'était pas le moment et on se sentait pas accueilli comme maintenant on fait. Il y avait tellement d'enjeux et qu'on venait de prendre le point qu'il fallait. On est parti et on est allé boire un coup plus loin parce que sinon c'était trop quoi. Bon, ça c'est dans le vestiaire. Ça, c'est dans le Une fois vestiaire. que la Ouais. porte est fermée, mais c'est vrai que c'était un truc de fou. Hein. Et Quand t'es pourtant, mené en plus à la mi-temps, quand t'es mené, c'est chaud. Hein. et c'était pas fait en fait la montée. Hein. Non, il fallait encore un point contre Draguignan. Eh ouais. C'est ça. C'est ça. Et Ah, effectivement, c'est un match. Il y avait eu quand même pas mal de cartons jaunes. 3 cartons jaunes pour Saint-Priest, 6 pour Alès ou 5 pour Alès. Chalier, Sanson, C'est pas Benki, vrai. 1000 euros et Jourda. Ouais. Mais dans le bilan, tu vois, on prend pas beaucoup de rouges sur une saison comme ça et on est souvent resté à 11 contre 11 où on faisait, je vais pas dire disjoncter l'adversaire, mais c'est plus l'adversaire qui s'énervait. Mais j'ai pas le souvenir qu'on a pris beaucoup de rouges sur une saison comme ça. Non, j'avoue, j'ai pas les stats sur ça, mais Même Bruno, je pense qu'il a pas pris beaucoup de rouges. J'ai dû en prendre un ou deux, peut-être pas beaucoup, non. Ah ouais, quand même. 2. Non, mais tu vois, ça, c'est un détail. Enfin, c'est pas un détail d'ailleurs ce que tu relèves, la DD. Et comme le fait de relever le nombre de buts marqués dans les dernières minutes d'un match. Ouais. Ça démontrait l'état d'esprit de ce groupe, de cette équipe. C'est-à-dire qu'on lâchait rien jusqu'à la 92e, 93e et 94e. On lâchait rien. Et ça fait partie des détails qui ont fait que il y a eu la montée. Hein. Bon, le match de Saint-Priest, je pense que, comme Cédric, je me rappellerai toute ma vie. J'ai l'impression de pouvoir le refaire dans ma tête. Et ce match-là, il marque. Comme je vous disais, moi, c'est ma deuxième saison en tant que supporter. On a souvent dit dans l'émission cette saison que Alès a perdu 2 générations de supporters avec la liquidation en 2003. Il en faut pas beaucoup pour accrocher un supporter à vie. Une saison comme ça, une équipe comme ça, un match comme ça, et on en prend pour toute la vie. Voilà. Donc merci pour ça en tout cas, et tant mieux si on arrive à transmettre aussi cette passion aux plus jeunes en attendant des jours meilleurs. Mais cette photo, elle illustre effectivement la saison, cette belle saison. Ensuite, il reste 2 matchs. Voilà, le match contre Draguignan, les derniers points qui manquaient. Match nul contre Draguignan, un partout. Alors Akpakoun ouvre le score à la 48e en célébrant l'école des mines d'Alès, puisqu'il était élève à l'école des mines. Et ensuite, Calegari égalise à la 93e, mais ça change rien, puisque de toute façon, le match nul suffisait pour monter. Et là, en ville, il y a eu le. Attendez, je me retrouve. Voilà, il y a cette photo que je voulais publier, qu'André nous a envoyée, la photo du coup de la montée à Pibaro. T'as plein de photos. Voilà. Mais je remercie André, du coup, il m'a envoyé énormément d'archives parce qu'effectivement, on n'a pas de vidéo, on a pas comme aujourd'hui, à l'époque. on n'avait pas beaucoup de choses, mais voilà, grâce à ça, ça a permis d'illustrer un petit peu et effectivement la fête qu'il y avait eu à Pibaro. J'ai aussi celle où Bobo danse sur l'entrée des vestiaires avec le t-shirt On va monter. Et on avait fait le tour de ville. Exactement. Avec le bus impérial. Avec les cheveux peints. Avec les cheveux. Avec les cheveux, c'est ça. Incroyable. Ouais. Ah, mais c'était incroyable. Il y avait Bobo qui était monté sur le balcon de la mairie. Oui, c'est ça. Non, mais c'était plein. La mairie était pleine devant. C'était incroyable. Ouais. On aurait dit qu'on était l'Olympique de Marseille ou le PSG. C'était un truc de fou. Mais on est l'Olympique. On est l'Olympique. Non, mais c'était un truc de fou. Il y avait, je sais plus combien il y avait de personnes. Il y avait 2600 entrées payantes, mais le match avait été mis à 20 francs à l'époque. Voilà. 3 euros. Voilà, 3 euros, ouais, exactement. 3 euros. C'était 20 francs, il y avait eu 2600 personnes, mais effectivement, il devait y avoir beaucoup plus avec des invitations. Mais là, ce jour-là, le maire, il nous avait pas invités à la mairie, là? Si, il y avait eu une petite réception place de la mairie, effectivement. Ici, ouais. Et c'était mérité. Et puis ce tour de ville aussi pour célébrer la. Ah, c'était incroyable. C'est la dernière fois qu'on a vécu ça. Hein. Cette ville, elle pue le foot. Elle pue le foot. Elle demande qu'à ça. On ne demande que ça, revivre ces moments-là. Et pour terminer la saison, défaite à Lyon, 2-0. Ce qui ne change rien de toute façon pour la place pour monter.
Et je crois alors qu'après il y avait eu des finales pour savoir quel club amateur était champion de CFA. C'est tombé. T'as la Oui, Brest. Ouais, c'est t'es allé ça, en Bretagne, ouais. c'est ça. T'as la Brest, écoute, il a plu la mer et les poissons pendant 3 jours qu'on était là-bas. On avait mis, je crois, on était monté en espace, on avait mis 12 heures, je crois. Laisse tomber. Ah oui, en effet, ouais, c'est pas à côté, hein. Le premier, mais c'est pas des conneries. Le premier match, écoute, je sais pas si vous vous rappelez, mais le premier match, pareil. Tout le match, il avait plu, mais de la boue, comme si c'était des matchs de 1930, la boue, mais un truc de fou. Et je crois qu'on finit troisième, là. On gagne le premier match et après, je crois qu'on perd dans la pseudo-finale pour être champion de France de CFA. Mais il y a un personnage important, parce que tout à l'heure, on a parlé bien sûr du coach de Marc Bourrier, on a parlé du président Jean-Marie Roger. Il y avait le maire Max Roustan, qui est toujours maire d'Alès, et qui était présent, lui, à tous les matchs à Pibaro. Ouais. Ça, je me rappelle de ça aussi, et je crois que c'était un passionné de l'OAC, des souvenirs que j'en ai. Et ouais, ça c'est une chose qui m'avait marqué aussi. Il était là à chaque réception d'après-match. À l'époque, Oui, il était à l'époque, très, très ouais. proche, très, très proche du club et très, très proche de nous, des joueurs. Ouais, c'est vrai. À l'époque, c'est vrai, ouais. Mm. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est un tout. Et c'est vrai que j'ai oublié Max Roustan. C'est vrai qu'il était à tous les matchs, il était là, il nous supportait. Et encore une fois, c'est un peu rare que du maire de la ville jusqu'au, c'est pas péjoratif, mais jusqu'au jardinier de Pibaro, tout le monde était focus sur voilà, sur ce truc. Et après, je pense en fait que tous ces gens-là ont servi le foot au lieu de se servir. Parce que Max Roustin, il était connu depuis, c'est bon, il n'a pas besoin du foot pour être connu et reconnu. Marc, c'est pareil, Brouillet, Serge, c'était pareil dans la formation. Voilà, toutes les personnes qui bossaient dans ou en périphérie du club, voilà, toutes ces personnes ont servi le club pendant, on va dire pendant cette année-là, mais je pense un peu avant et même voire un peu après. Et après, on s'aperçoit que dès que les personnes qui sont en place et qui n'ont pas le même intérêt, malheureusement, ça dure pas longtemps. Hein. Ça dure pas longtemps. Hein. On n'a pas parlé de Claude Crégu. Moi, c'était des passionnés, ça aussi, je me rappelle. Ouais, ça aussi, Claude, ouais, aussi. Qui est toujours au club, hein. Comment? Qui est toujours au club, Claude, hein. Ouais, qui est toujours au club. Je suis en contact avec Claude aussi. Moi, j'ai le souvenir d'avoir eu des dirigeants à l'Est. C'était des passionnés, les mecs. C'était vraiment des passionnés. Et s'il est encore là 25 ans après, ça prouve bien que c'était Oui. passionné. Ouais. Les gars, il nous reste 10 minutes d'émission. On a fait Ouais. le tour de la saison. Voilà, les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des anecdotes. Fred, si tu as d'autres questions. Il y avait des questions qui avaient été posées d'ailleurs dans les vidéos, hein. André qui demandait à Sylvain s'il pensait qu'il aurait pu faire encore une plus belle carrière que celle qu'il a déjà faite et qui est déjà très belle. Je cite André dans ta vidéo. On a toujours tu sais, que ce soit Dédé ou Bruno, quand tu veux être footballeur, quand tu as la chance après d'être footballeur pro, tu as envie de jouer en équipe de France, tu veux toujours plus. Des regrets, non, parce que je pense que les choix que j'ai fait, ce sont mes choix. Non, moi je te dis aujourd'hui avec le recul, j'ai eu beaucoup de joie dans le foot. J'ai fait de très belles rencontres. Bon, on se voit de temps en temps quand il veut bien, enfin, j'allais dire quand il veut bien m'inviter à son restaurant. On n'ira pas jusque-là. Dédé, on s'est un peu éloigné par la force des choses, mais voilà, de très belles rencontres, je vais juste prendre une anecdote. Je crois qu'aussi ton fils était ramasseur de balles, tu te rappelles, Dédé, Mathieu Ouais, Pibarou. ouais, c'est Donc vrai. voilà, ça c'est un souvenir de ouf où Dédé et moi, on joue pour l'OAC, les ramasseurs de balles, nos petits. Donc ça, c'est voilà, non, le foot m'a apporté beaucoup. Voilà, les plus belles joies sportives
J'en ai connu, mais c'est vrai qu'Alès reste pour moi aussi. Je suis resté une dizaine d'années, pas que dans le club, mais je suis resté quand même 10 ans à Alès. Donc Alès, c'est bon, je connais un peu, je connais la mentalité. Et c'était une mentalité qui m'allait bien. Moi. Vous suivez les résultats actuels Dédé a été entraîneur aussi. D'ailleurs, toi, Sylvain aussi, tu as été entraîneur après la liquidation. Voilà, tous les deux. Tous Voilà, les c'est deux. ça. Après, André, tu l'avais été, toi, avec José Carrascosa en duo 2009-2010, je crois, il me semble. La situation de l'OAC actuellement, vous suivez les résultats On est obligé. On ne peut pas passer 2 heures d'émission en disant que on Effectivement. a retenu, on a eu beaucoup de souvenirs. Bien sûr, les quelques montées qu'ils ont fait, qu'ils ont fait là ces derniers temps. Ben, un peu déçu que pour le centenaire du club, si je dis pas de bêtises, ouais, 100 ans, qu'ils aient pas pu. Ça aurait été cool dans l'histoire, ça aurait été cool qu'ils puissent monter. C'est bête. Après, oui, moi, je pense que Dédé et Brun, c'est pareil. On regarde un peu le résultat des clubs qui nous ont marqués, notamment à l'Est. Et moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a vraiment, il y a vraiment un potentiel de ouf, tu vois. Même des joueurs aux alentours. Nous, à l'époque, avec Dédé, on a fait débuter des garçons qui étaient issus je vais dire, du centre de formation des jeunes. Pour la plupart, ils ont fait leur petite carrière. Donc, ouais, il y a un potentiel et c'est un peu un gaspillage, en fait. Je suis un peu déçu parce que ça sent un peu le gaspillage. Mais bon, ils vont se rattraper. Ah bon, on l'espère, de toute façon. Hein. Je regarde ça et je me dis que c'est du gâchis parce que, je vais me répéter, mais la ville pue le foot, qui a un vivier, je suis convaincu qu'il y a un vivier de jeunes alésiens et dans le bassin alésien qui demandent qu'à ça. Et je me dis que c'est un gâchis. Ouais. La ville, le club mérite beaucoup mieux que la situation actuelle. Alors, je regarde ça, je regarde bien sûr les résultats de l'OAC. J'ai eu l'occasion de venir l'an passé et d'ailleurs saluer les supporters. J'ai passé Je m'en rappelle, oui. un moment super. Et je me dis que c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est dommage, il faut retrouver les bonnes personnes, parce qu'il faut dire ce qui est. Hein, c'est une histoire de notre aventure de 99-2000. Il y a l'aventure sportive, mais pour moi, c'est avant tout une aventure humaine. Et le problème, je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes pour partir sur de bonnes bases et retrouver le rang que doit être dans lequel doit se trouver l'OAC. Voilà, c'est tout. L'OAC n'a rien à faire à ce niveau. Rien à faire. Non, voilà. Effectivement. La ville n'a rien à faire à ce niveau. Il faut se dire les choses. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont pris des mauvaises décisions. Il faut que ces personnes-là assument. Et puis peut-être place à une nouvelle équipe. Enfin, voilà. Mais c'est du gâchis. Et vraiment, ça fait mal au cœur. Moi, j'en parle je suis très détaché. Je suis très loin du foot. Donc, j'en parle très facilement. Mais ça me fait mal au cœur. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Voilà. Toi, finalement, des trois, vous êtes deux à avoir entraîné l'OAC. Bon, je pose la question de manière purement voilà, détachée parce qu'elle a été posée par des supporters. Est-ce qu'un jour, réentraîner l'OAC pour ceux qui sont dans le foot, ça pourrait faire partie d'une envie, d'un objectif, d'un souhait? Ça, après, c'est sûr que ça ne dépend pas trop de nous. Il y a des dirigeants. Voilà, après, ça dépend du projet qu'ils veulent mettre en place. Moi, je pense que c'est toujours important d'avoir des gens qui ont mouillé le maillot au sein du club et qui savent ce que c'est et qui ont l'amour du maillot. Moi, dans ma carrière, j'ai connu qu'une montée, c'est celle-là. Ouais. Les années exceptionnelles, comme on se disait tout à l'heure en off, dans une carrière de joueur, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Une année, tu te blesses, tu te fais une grosse blessure. Une autre année, tu tombes sur une année pas terrible, mauvaise ambiance. Mais des années qui se passent comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc après, voilà, ce qu'il faut retrouver, c'est qu'il faut que le club retrouve une âme, euh, qu'il retrouve un état d'esprit. Et ça passe aussi par être populaire aussi. C'est-à-dire que il y a des gens au centre-ville, des fois, qui aimeraient des fois voir l'équipe venir manger au resto après les matchs. Nous, je sais qu'on allait au Bellini, maintenant c'est le Bellagio.
on allait au Bellini, chaque match à domicile, on mangeait ensemble. Je dis pas qu'on était tous tout le temps, parce que c'est pas évident sur un effectif de 14 ou 15 à l'époque, je sais plus combien c'était, mais on mangeait tout le temps ensemble, au moins à 6, 7 joueurs avec les femmes, les copines, et ça se terminait souvent en boîte de nuit au QG, je crois que ça s'appelait comme ça, derrière l'abbaye là-bas. C'est Et ça. gagné, perdu ou nul, enfin à domicile on n'avait pas perdu. Ouais. Et voilà, on avait cette âme, et on avait aussi sur ce côté populaire, où on avait beaucoup de relations avec les gens de la ville, on allait boire un café en ville. Je veux dire, il faut pas raser les murs, on est juste à un niveau national 2 ou national 1. Je veux dire, tu peux aller en ville, tu peux boire un café. C'est pas parce que tu as perdu qu'il faut raser le mur. Bien sûr. En fin de compte, les gens, ce qu'ils attendent, il n'y a pas que le résultat. Il y a aussi la manière, il y a aussi l'état d'esprit. S'il y a une équipe de mecs qui sont ensemble, qui se battent sur tous les ballons et qui s'accrochent tout le temps ensemble, le résultat, il est anecdotique. On te pardonnera toujours. Je pense que les gens, ce qu'ils supportent pas, c'est d'avoir des gens qui arrivent au club, bon, qui viennent prendre leurs sous, comme on dit, qui sont un peu mercenaires, comme on dit, et qui font une année, ils s'en vont. Voilà, il faut que ce soit pas, il faut pas que ce soit une somme de recrues qu'on met comme ça. Les mecs, ils passent une année, ils connaissent même pas l'histoire du club ni de la ville. Il faut quand même qu'il y ait un attachement à quelque chose, un attachement à la ville, le C'est ça. président, voilà. Et ça manque un peu, ça s'est perdu un petit peu avec les années, je trouve. Et sans être rabat-joie, hein, je veux dire, c'est pas la même époque non plus. Non, mais c'est Voilà, sûr. c'est comme ça. Allez, il nous reste 3 minutes. Et Sylvain, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi je voulais. Tu disais, est-ce que dans le futur on peut éventuellement, moi entraîner, non. Je pense que j'ai fait le tour sur le plan sportif, même si j'ai pas le plus haut que j'ai entraîné, c'est en DH. Bon, pas très grave. En revanche, amener mon expérience sur les relations, sur la com, sur le sponsoring, sur le mécénat, sur comment structurer un club, mais pas cette partie sportive, parce que je pense que chacun doit être à sa place. Non, si demain tu prends un entraîneur et que le mec s'occupe du sponsoring ou vice versa, je pense que ça peut pas aller. Mais je pense que on est passé par des clubs, on a une certaine expérience, et donner un coup de main à notre club, pourquoi pas. Après, écoute. En tout cas, donner un coup de main sans rien demander, tu vois, c'est donner, ouais. c'est pas de dire oui, appelez-nous l'OAC, non, c'est Non, pas mais bien ça. sûr. Non, mais ça se ressent. Ça se ressent, on le voit. De toute façon, on n'aurait pas fait 2 heures d'émission si c'était pas le cas. Moi, voilà, on arrive, il reste 2 minutes, il va falloir qu'on rende l'antenne. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier tous les trois pour cette première émission sur le passé. Je pense que enfin, moi, ça a été un régal de passer ces 2 heures avec vous. Merci encore à vous trois pour ces anecdotes et ces souvenirs. Nous avoir fait revivre 24 ans après cette merveilleuse saison. Merci Frédéric pour ta participation et ta présence ce soir. On salue Cédric et on le remercie pour ce beau discours. Ouais. Et puis voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux tout le long de l'émission. Je pense qu'il y aura pas mal de replays aussi parce qu'il y avait l'équipe de France qui jouait aussi ce soir. Mais voilà, en tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir tous les trois ce soir. Merci Mika, à toi. Merci encore. Merci pour l'émission. Et merci pour ces merveilleux souvenirs qui remontent. J'ai juste un mot à dire avant que ça coupe. 30 secondes. Non, t'as pas le temps. Tous chez Bruno, à Palavas, à la banane. Non, moi j'allais vous dire merci Fred, merci Mika. Mika, tu as été très fort pour organiser cette soirée. Je compte sur toi pour nous organiser pour nous organiser un moment comme ça à Alès. Avec grand plaisir. Voilà. Le rendez-vous est pris. Merci à tous. Bonne soirée et surtout allez les Bleus. Ciao les gars. Ciao, merci beaucoup. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.